juste faire un petit check si tout le monde m'entend, si c'est assez fort. Et puis, si les personnes qui sont en Zoom m'entendent, normalement, ça devrait être tout bon. Bienvenue à tous pour cet après-midi qui est consacré aux lésions méniscales. Tout d'abord, j'aimerais remercier le service de com qui travaille dans l'ombre et qui nous aide pour préparer ces journées scientifiques où là, on va parler de lésions méniscales. J'aimerais remercier Stan, que vous avez ici à gauche de la salle, et puis Sonia et également Géraldine qui nous filent un coup de main. Il va y avoir 3 conférences cet après-midi. Une première partie où moi, je vous parle d'anatomie des ménisques, un peu d'histologie, de leur rôle, et puis ensuite des lésions dégénératives et un peu la différence entre un ménisque dégénératif et un genou arthrosique. Ensuite, Julien Billière parlera des lésions qui sont chirurgicales et opérables. Et puis, on terminera avec Nicolas Corollaire qui nous parlera de la rééducation pour les lésions méniscales, qu'elles soient traitées fonctionnellement ou chirurgicalement. On finira avec un petit apéro, comme d'hab. Et puis, pour ceux qui ont envie, il faut que je parle plus fort, d'accord? Pour ceux qui ont envie, après, et qui sont encore jamais venus ici, il y a une visite qui peut être organisée dans la salle de rééducation si ça intéresse du monde, ou si vous préférez boire des verres, on boira des verres. Question pratique, les attestations, pour ceux qui sont ici en présentiel, vous les recevrez au moment de l'apéro. Pour ceux qui sont en Zoom, elles vont être distribuées par je ne sais quel moyen technique, mais Stan va les envoyer par le chat. Ceux qui sont venus en voiture, vous pouvez faire valider votre ticket auprès de Julie qui est à l'accueil. Et puis, je crois que j'ai tout dit et qu'on peut commencer. Alors, moi, je vous parle des prises en charge des lésions méniscales dégénératives. Donc, juste, on commence avec un petit peu d'anat. Je vous apprends rien en disant qu'il y a 2 ménisques dans le genou, un ménisque latéral et un ménisque médial. C'est une structure qui est composée d'un fibrocartilage, donc pas un cartilage hyalin comme ce qui recouvre les os, mais quelque chose qui est un peu plus souple et qui a une fonction amortissante. Ça recouvre passablement la surface articulaire. Vous voyez que ça couvre la moitié de la surface articulaire pour le ménisque médial, et puis ça peut couvrir jusqu'à toute la surface articulaire pour le ménisque latéral. On voit ça notamment dans des ménisques discoïdes, où en fait, au lieu d'avoir un espace ici, le ménisque remplit, enfin, c'est comme si tout était rempli, ça fait une sorte de disque. Ça, on voit beaucoup dans les populations asiatiques. On aime bien montrer les différents segments des ménisques. Donc, pour le ménisque médial, il y a un segment antérieur, un segment moyen et un segment postérieur. On appelle ça les cornes antérieures et postérieures. La même chose pour le ménisque latéral. Et puis, le ménisque médial a une forme de C, et puis le ménisque latéral une forme de O. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on me disait qu'il faut penser à la Citroën parce que le C fait le ménisque interne, le I du Citroën, c'est un C, et puis le O, c'est le ménisque externe. Autour de ces ménisques, il y a des petits ligaments dont on ne parle pas souvent qui maintiennent les ménisques en place. Il y a un ligament ménisco-tibial pour ménisque médial, et ça, on verra que ça a son importance dans les lésions de rampe méniscale. C'est Julien Billière qui vous en parlera beaucoup plus en détail. Il y a des ligaments ménisco-capsulaires, je vous montrerai ça tout à l'heure. Le ligament ménisco-fémoral, surtout pour le ménisque latéral, et un ligament interméniscal qui se retrouve ici devant. Donc, si on s'intéresse maintenant un peu plus précisément au ménisque médial, donc il a une forme de C, on l'a vu. Sa racine la racine antérieure, elle se trouve au pied du LCA, ici. Puis la racine postérieure, à l'arrière, vers le ligament croisé postérieur. Et puis, il est directement accolé au ligament collatéral médial. Les fameux petits ligaments, vous les voyez ici en coupe. Donc, vous avez le ménisque ici, en coupe, avec ici la capsule postérieure et le ligament ménisco-capsulaire qui s'attache entre le ménisque et la capsule, et puis le petit ligament ménisco-tibial qui vient retenir le ménisque et l'attacher au bord inférieur du tibia. Ménisque latéral, lui, on a vu, il a une forme de O. Ses racines, elles se trouvent au pied des épines tibiales. Et puis, il est stabilisé par des petits ligaments, les ligaments ménisco-fémoraux, le ligament ménisco-fémoral antérieur que vous voyez là, et puis le ligament ménisco-fémoral postérieur qui est ici derrière, et puis qui vient également maintenir un petit peu les ménisques.
Le ménisque latéral, il est aussi en association avec une structure relativement complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui s'appelle le point d'angle postéro-externe, qui est composé du tendon poplité, du ménisque latéral et du ligament collatéral latéral. Et puis, cette structure-là a une importance dans une stabilité rotatoire du genou. Là, je vous montre une IRM dynamique pour vous montrer que ce n'est pas juste des structures qui sont figées et collées au tibia, mais qu'il y a vraiment une mobilité méniscale. Donc ça, c'est pour le ménisque latéral. Vous voyez qu'il a une course d'avant en arrière qui est relativement importante. Et puis pour le ménisque médial, la course est un peu moins importante. Donc le ménisque latéral est plus mobile que le ménisque médial. On le voit assez bien là et ça explique peut-être pourquoi on retrouve aussi souvent plus de lésions dégénératives du ménisque médial que du ménisque latéral du fait de ce manque de souplesse entre guillemets, du ménisque latéral. Son rôle principal, c'est une répartition des charges. Ça, je ne vous apprends rien. Mais il y a 3 autres rôles qui sont importants. Un, c'est le stabilisateur secondaire, une lubrification articulaire et une fonction qui est proprioceptive qu'on sous-estime probablement beaucoup. Une petite image, un petit graphique pour vous montrer ici la translation du tibia en fonction de la flexion du genou. Plus vous pliez le genou, plus le tibia va avoir une translation vers l'avant. Pour un genou normal, vous voyez que la translation elle se fait de quelques millimètres. Un genou qui a un ligament croisé antérieur déficient, eh bien forcément qu'il a une translation antérieure qui augmente. Et c'est d'autant plus marqué quand vous avez un genou avec une rupture du LCA et une lésion du ménisque médial ou une absence de ménisque médial. Donc là, on voit vraiment le rôle stabilisateur du ménisque médial. Et ça va être repris après par le docteur Billière sur l'importance de suturer les ménisques s'ils peuvent être suturés, notamment les lésions de rampe méniscale. La même chose pour le ménisque latéral, qui a aussi une fonction stabilisatrice. Mais on voit tout de suite que ce n'est pas seulement une translation antérieure, mais plutôt une rotation externe du tibia par rapport au fémur, et que le rôle, notamment du point d'angle postéro-externe, a vraiment ce rôle de stabilisateur en rotation. Et puis ça, c'est évidemment très, très important, et c'est Nico qui reviendra dessus, le rôle du quadriceps et des ischio-jambiers qui viennent gainer le genou. Et peut-être que ce qui manque aussi sur cette diap, et on ne s'y intéresse pas forcément, c'est le rôle des gastrocnémiens qui viennent envelopper l'arrière du genou ici, qui viennent s'attacher sur les condyles fémoraux, qui eux ont probablement aussi leur importance. Et on n'en parle pas beaucoup en rééduc, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait peut-être explorer un petit peu. Un mot sur la flexion du genou et la biomécanique de la flexion. Ce n'est pas juste une bille sur une surface plate, c'est un œuf sur une surface plate plutôt. Et vous voyez que plus il y a de flexion du genou, plus il va y avoir de pression. Je vous remonte la vidéo ici pour le ménisque. Vous voyez qu'il y a une pression qui s'exerce de manière assez importante sur l'arrière des ménisques, sur la corne postérieure des ménisques, quand le genou est en flexion. Et la position accroupie, ou marche accroupie, qui est un des tests méniscaux, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment solliciter la partie arrière des ménisques du fait de cette forme un peu ovale du fémur. Maintenant, un mot sur la vascularisation du ménisque. La vascularisation, elle se fait par la périphérie, donc les artères, elles se trouvent à l'extérieur du ménisque et viennent nourrir le ménisque par le mur méniscal vers l'intérieur. Et classiquement, on décrit ces 3 zones, la zone rouge-rouge, la zone rouge-blanc et la zone blanche-blanche. Plus les lésions sont périphériques, donc au centre du genou, moins le potentiel de cicatrisation est grand. Plus les lésions sont proches du mur méniscal, plus le potentiel de cicatrisation est grand. Et puis, les fibres de collagène, elles sont distribuées un petit peu de façon circulaire sur la périphérie et puis de manière un peu anarchique au centre du ménisque. Maintenant, j'en viens aux lésions, mais ça, ce sera plus détaillé par Julien. Vous voyez qu'il n'y a pas une lésion méniscale, il y a une multitude de lésions méniscales. Et puis, elles se classifient un petit peu en fonction de leur localisation. Il faut faire attention quand vous avez un compte-rendu d'IRM qui parle de déchirure méniscale, parce que souvent, un radiologue qui voit un hypersignal dans un ménisque, son réflexe, ça va être de décrire une déchirure méniscale. On devrait plutôt parler de lésion méniscale plutôt que de déchirure. La déchirure, on la réserve en général normalement quand c'est un traumatisme. Et puis la lésion, c'est peut-être un petit peu plus vague, mais au moins, quand le patient lit son rapport, parce que 80% des patients lisent leur rapport, s'ils voient déchirure méniscale, ils vont penser « Ah, il me faut une chirurgie de mon genou parce qu'il faut réparer mon ménisque ». Le problème, c'est que quand on a une lésion horizontale,
Ça, dans la majorité des cas, c'est des lésions dégénératives. Et ces lésions dégénératives, elles ne s'opèrent pas. D'accord? Donc, parlez plutôt de lésions méniscales au pluriel. Évitons les déchirures méniscales quand ce ne sont pas vraiment. Mais ça, de nouveau, Julien vous le montrera un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lésion méniscale, c'est quelque chose qui est fréquent. Et puis, c'est un petit peu comme les disques intervertébraux, c'est un processus de vieillissement normal. D'accord? Vous voyez qu'entre 50 et 59 ans, on a un quart des patients asymptomatiques qui ont des lésions méniscales. 60 à 69 ans, 35% des patients ont une lésion méniscale. Quand on s'approche des 80 ans, près de la moitié des gens ont des lésions méniscales. Donc ça, c'est normal. Et puis, un genou qui a une arthrose, dans 75 à 95%, il y a une lésion méniscale. C'est-à-dire que c'est exceptionnel d'avoir une arthrose avec des ménisques intacts. Ça, on peut le voir de temps en temps chez des jeunes qui ont eu un fracas cartilagineux, une fracture cartilagineuse et qui évoluent vers une arthrose précoce ou, par chance, leur ménisque a été sauvegardé. Mais chez une personne normale, lambda, de 70 ans, moi, je n'ai jamais vu d'arthrose sans lésion méniscale. Mais on a quand même toujours les patients qui viennent à la consulte, ils ont mal au genou, on leur explique qu'ils ont de l'arthrose, puis à la fin, ils nous demandent « alors c'est mon ménisque qui me fait mal ». C'est difficile à gérer. Je vous montre aussi là des IRM série A à 2 ans et à 4 ans d'un petit hypersignal méniscal sur la première dia. Et puis vous voyez qu'avec l'évolution du temps, eh bien, c'est une lésion qui va progresser. Et ça, c'est une lésion qui est horizontale, un peu oblique, horizontale, typique d'une lésion dégénérative. Là aussi, je vous montre, ça c'est un cas que j'ai eu cette semaine, un golfeur pro qui a une 50aine d'années maintenant, qui avait un petit hypersignal dans le ménisque médial en 2015, qui a continué sa carrière de golf à haut niveau, et puis qui est revenu récemment en expliquant qu'il avait mal au genou. Et vous voyez que ce patient, il a une lésion dégénérative du ménisque externe, du segment moyen, avec un cartilage qui est conservé. Donc, avoir de l'arthrose sans lésion méniscale, ça n'existe quasiment pas. Par contre, avoir une lésion méniscale sans arthrose, ça arrive fréquemment, notamment chez les jeunes. Là, je vous montre, cette fois, c'est une coupe coronale. Vous voyez ici, on voyait un petit hypersignal dans le ménisque. Et puis, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, une lésion qui est beaucoup plus conséquente de la côte postérieure. On classifie un peu les lésions arthrosiques et méniscales. Alors là, je suis désolé, hein, on va parler de ménisque dégénératif, mais on va aussi parler d'arthrose. On ne peut pas faire, comme je vous ai dit, je ne peux pas juste séparer les deux choses. On parle des 3 compartiments. Donc, dans l'arthrose, on a un compartiment fémoro-patellaire, un compartiment fémoro-tibial interne et un compartiment fémoro-tibial externe. Et on classifie l'arthrose en fonction de là où il y a le plus de lésions. Il peut y avoir des lésions qui sont vraiment unicompartimentales, des fois bicompartimentales ou tricompartimentales. Et l'arthrose, c'est une usure du complexe ménisco-cartilagineux, c'est-à-dire que ça va user le cartilage du fémur, du ménisque et du cartilage du tibia. Et puis on peut classifier l'arthrose, ça c'est une classification radiologique, c'est Kellgren-Lawrence, c'est hyper vieux, et puis on peut classifier l'arthrose en 4 stades, enfin en 5 stades si on considère la radio normale. Là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est important de faire la différence entre une sévérité radiologique et une sévérité clinique, parce que vous avez des patients qui nous demandent « mais alors mon arthrose, elle est à quel stade ?» Alors moi, je ne leur réponds pas, parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est 2 patients. Ça, c'est un patient qui a un antécédent ligamentoplastie. On voit, il y a ici un tunnel tibial, qui a des douleurs insoutenables dans les activités de la vie quotidienne, mais sur les radiographies en charge, on voit qu'il a encore un bon espace, une conservation des interlignes. Et puis ça, c'est un autre patient qui avait une 50aine d'années au moment où il est venu à la consulte. Il se préparait pour la patrouille des glaciers, puis il me disait ah, « j'ai de la peine parce que dans les conversions, je n'ai pas assez de mobilité dans mon genou. » Et aucune douleur. Et en fait, lui, il avait une ligamentoplastie dans les années 90. Et puis, en fait, il a une arthrose terminale et pas trop gêné, il fait la patrouille. Je le connais, c'est un ami. Et son genou, ce n'est pas un problème. Donc, faites attention dans les classifications. Et la sévérité, c'est une sévérité radiologique et pas une sévérité clinique. Maintenant, à la consultation, quand vous avez des patients qui viennent au cabinet pour les physiothérapeutes ou pour les médecins internes généralistes, ce qui est important à l'anamnèse, je vous ai listé là, je ne vais pas revenir sur tout, mais ce qui est hyper important, c'est les antécédents de trauma et de chirurgie sur le genou, parce que forcément que ça, c'est des lésions qui sont arthrogènes, qui vont provoquer de l'arthrose plus tard.
Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, on a commencé à avoir mal? Ça, c'est un élément qui va nous aider dans le traitement. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme qui a déclenché les douleurs? Est-ce qu'il y a un arrêt de l'activité physique et une sédentarité qui a fait qu'on commence à avoir mal au genou? Est-ce qu'il y a une prise de poids? Ensuite, l'importance de la douleur et l'handicap dans les activités de la vie quotidienne. Est-ce que c'est juste pour des activités sportives ou est-ce que c'est aussi la nuit dans les activités de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est accompagné d'un épanchement? Quel type de douleur? Est-ce que c'est un fond douloureux ou est-ce que c'est plutôt des douleurs à type coup de poignard et on verra l'importance après? Est-ce que c'est des douleurs juste sporadiques sur des changements de direction ou est-ce que c'est des douleurs plutôt constantes? S'il y a des douleurs nocturnes et quel traitement a déjà été pris, etc. Un élément qui est important aussi, c'est la sensation de faiblesse du genou que ça peut entraîner, les lâchages antalgiques et s'il y a un dérangement mécanique dans le genou. Quand il y a un dérangement mécanique, type vrai blocage ou accrochage du genou ou un claquement, mais pas juste le petit crack des doigts qu'on fait craquer, mais vraiment une espèce de stonk qui dérange dans l'articulation. Ça, c'est un élément important parce que souvent, ça nous renseigne sur une lésion méniscale instable avec un fragment libre qui fait que ça dérange la fonction du genou. Il faut faire attention quand les patients disent « j'ai le genou qui se bloque ». Il faut bien leur demander est-ce que c'est accompagné de douleur ou pas. Dans la majorité des cas, c'est un blocage antalgique où ils ont mal et puis ils n'osent plus le tendre et le plier. Et ce n'est pas un blocage mécanique. Normalement, un blocage mécanique, il ne fait pas spécialement mal, mais c'est vraiment un blocage qui fait qu'on n'arrive plus à tendre le genou correctement ou à le plier correctement. Là, un mot sur ce que je vous disais par rapport aux antécédents. Vous voyez que c'est l'importance de l'arthrose en fonction du temps pour un genou qui est sain. Et puis, pour un genou qui a eu des contusions, des lésions des ligaments collatéraux, c'est listé, mais vous voyez que en numéro 1, on a la rupture du ligament croisé antérieur, suivi des lésions méniscales. Tout ce qui est lésion du cartilage, ça arrive un peu plus bas. C'est vraiment la rupture du croisé et en association avec les lésions méniscales qui va être très arthrogène du fait de la micro-instabilité du genou. Donc ça, c'est un élément à l'anamnèse qui est vraiment important à lister et à détailler. Ensuite, à l'examen clinique, vous allez vous intéresser à la manière dont il marche. Est-ce qu'il est venu en boitant ou est-ce qu'il marche sans boiterie? On s'intéresse au morphotype genou valgum, genou varum. Ça, c'est important dans la prise en charge après parce que s'il a une méniscopathie unicompartimentale ou une arthrose unicompartimentale, notamment du compartiment interne et qu'il est en genou varum, on va peut-être pouvoir se dire qu'en réalignant un petit peu avec des semelles ou alors après dans des chirurgies plus invasives comme des ostéotomies, on va pouvoir décharger la partie incriminée. Ensuite, on regarde s'il y a un épanchement, on regarde l'amyotrophie du quadriceps, les amplitudes, notamment s'il y a un flexum, la palpation des interlignes si elles sont douloureuses, et le testing méniscal. Pour le testing méniscal, il y a plusieurs tests qui sont décrits. Les plus classiques, c'est McMurray, la position accroupie et le Thessaly. Le grinding Gapley, il faut mettre les patients à plat ventre et ça fait mal à tout le monde, donc moi je ne le fais pas. Moi, je fais celui-là. Donc le McMurray, pour le détailler, il faut mettre son doigt sur l'interligne articulaire fémorotibiale interne et faire une rotation externe du tibia sur le fémur. Là, on va tester le ménisque médial. Et à l'inverse, faire une rotation interne du tibia sur le fémur en mettant son doigt sur l'interligne fémorotibiale externe. Et là, on teste le ménisque externe. Et on recherche une douleur. Il faut aller vraiment chercher en fin de rotation ou alors un clic méniscal. La position accroupie, ça va surtout tester, comme on l'a vu avant, les cornes postérieures des ménisques. Et puis le Thessaly, qui est finalement le test le plus sensible parce qu'on a l'avantage d'avoir de la charge. Là, on fait twister le patient sur son genou. Et puis si on réveille une douleur, de nouveau en rotation externe, dans le compartiment interne, ça nous renseigne sur une lésion méniscale interne. Et puis à l'inverse, quand on twiste le genou vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon, eh bien, ça renseigne sur une lésion méniscale externe. Moi, à mon avis, c'est ce test-là qui est le plus sensible, ce qui avait été décrit. Ensuite, dans les examens complémentaires, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise surtout les radiographies en charge, toujours, parce que ça permet de nous renseigner un petit peu sur l'état des interlignes articulaires. L'IRM, elle est relativement discutable pour la prise en charge de troubles dégénératifs du genou. Elle devrait être réservée aux spécialistes et elle est inutile en présence de troubles dégénératifs débutants aux radiographies. Ça ne sert à rien de faire une IRM quand on a déjà des troubles dégénératifs sur la radio. Quand il n'y a pas de troubles dégénératifs, c'est différent. Si vous avez des radios qui sont normales,
Là, on va à l'IRM parce que ça va nous renseigner, ça va mieux nous aider dans le diagnostic de savoir pourquoi les gens ont mal. Alors, je vous donne 2 exemples. Alors, IRM ou pas IRM. Qui ferait une IRM dans ce contexte-là? Il y a un patient de, je ne sais plus, une 60aine d'années qui consulte pour des douleurs du genou droit et qui a dans ses antécédents une entorse du genou mais qui n'avait pas été documentée. Qui est pour faire une IRM? Personne? Une personne pour une IRM? D'autres? Alors, il n'y a pas besoin parce qu'il y a des troubles dégénératifs débutants. Alors, il y a pas mal de cartilage, oui, mais on voit bien ici, il a des ostéophytes au niveau du condyle fémoral externe, ostéophyte du plateau tibial, une acération des épines tibiales. C'est un genou qui est dégénératif. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire une IRM. Alors, forcément que dans l'autre cas, il faut le faire. C'était facile, j'aurais dû commencer dans l'autre sens. Ça, c'est une patiente de 70 ans qui décrit des douleurs insoutenables du genou avec un épanchement. Si je me souviens bien, c'était le genou droit. Bon, tout de suite, j'ai pensé, ouais, elle a une arthrose débutante. Puis finalement, on tombe sur des radios qui sont normales dans ce cas-là. Il n'y a pas de trouble dégénératif débutant, il n'y a pas de grande différence entre le genou gauche et le genou droit. Et puis, en fait, cette patiente, elle présente une méniscopathie interne. Vous voyez ici une extrusion. Alors, normalement, voilà, je mets une petite ligne, une extrusion du ménisque interne. Normalement, le mur méniscal devrait être aligné. Le mur méniscal devrait être aligné à la corticale latérale du fémur et du tibia. Et vous voyez qu'ici, le ménisque est chassé vers l'extérieur. Première chose qu'on voit à l'IRM, qu'on ne voit évidemment pas à la radio. Deuxième chose qu'on voit, c'est une grosse lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne. Et puis ici, sur cette radio, sur cet IRM-là, un monstre œdème du plateau tibial interne qui diffuse en externe. Et en fait, cette patiente, elle décompense une méniscopathie interne et elle débute une ostéonécrose par hyperpression au niveau du plateau tibial interne. Donc, dans son cas à elle, c'était utile de faire l'IRM parce que finalement, la radio, elle ne permettait pas vraiment d'expliquer pourquoi elle avait mal au genou à ce point-là. Ensuite, on fait des longs axes. Les longs axes, pour nous, c'est utile pour voir un petit peu où passe la charge. 2 exemples, un morphotype en genou varum où vous avez, donc on tire une ligne droite entre le centre de la tête du fémur et le centre de la cheville. Et puis vous voyez que la zone de charge, elle passe clairement dans le compartiment interne avec sur cette radio-là un contact os-os dans le compartiment fémorotibial interne. Et puis à l'inverse, cette patiente-là, qui a un morphotype en genou valgum sévère, vous voyez qu'elle a déjà un peu des cicatrices d'ostéotomie. On avait essayé de sauver ça. Mais ça n'a pas du tout fonctionné puisqu'elle a vraiment un axe de charge qui est dramatiquement dans le compartiment fémorotibial externe. Elle, son traitement, c'était des prothèses. Donc, l'extrusion méniscale, c'est un élément qui est important à comprendre. C'est vraiment le ménisque qui est chassé en dehors de l'articulation et puis qui s'accompagne souvent d'un œdème de l'os sous-chondral ici. Vous voyez sous le bord du plateau tibial interne, une réaction de stress, on appelle ça un conflit ostéoméniscal aussi. Et ça, c'est relativement douloureux, d'une part à cause de la lésion méniscale, d'autre part parce que ça vient vraiment mettre en pression le ligament collatéral médial. Et puis, il y a encore la zone de stress osseuse. Ça, traitement conservateur de ça, on en parlera tout à l'heure un peu de l'arsenal thérapeutique qu'on a. Ça, c'est compliqué à traiter non chirurgicalement, même pour un ménisque dégénératif. On essaye, je vous expliquerai comment, mais quand c'est comme ça extrudé, qu'il y a des languettes qui viennent mettre sous pression le ligament collatéral médial et qu'il y a un œdème osseux, c'est difficile. Alors, pour le faire un peu simple, alors c'est un peu réducteur, j'ai beaucoup discuté avec le docteur Bidière et avec Nicolas si j'osais mettre cette dia, mais je trouve que c'est assez pratique de comprendre que quand on a une lésion traumatique, en général, ça c'est moyennement juste, mais ça fait plutôt des lésions verticales et ces lésions verticales, elles peuvent s'opérer et on peut faire des sutures méniscales pour les sauver. Et que pour les lésions dégénératives, souvent, on se retrouve devant des lésions horizontales et on n'opère pas. C'est un peu basique, c'est un peu à la Steve Jobs, mais je trouve que c'est pas mal pour s'en rappeler. D'accord ?
Parce que si vous voyez sur des rapports IRM déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne chez une dame qui a 60 ans, eh ben, vous pouvez vous dire, OK, ben, ce n'est pas une déchirure méniscale, c'est une méniscopathie interne dégénérative. Souvent, c'est accompagné encore du mot chondropathie. Chondropathie, c'est-à-dire maladie du cartilage. Mais alors, comme je vous ai dit, maladie du cartilage, ménisque interne dégénérative, c'est de l'arthrose. Donc, on devrait arrêter de détailler ça et expliquer aux gens que c'est de l'arthrose et pas juste le ménisque qui fait mal. Pour savoir si c'est juste le ménisque qui fait mal ou si c'est l'arthrose qui fait mal, on verra plus tard qu'il y a des moyens cliniques de savoir. Ah ben, ça arrive là. Donc, la clinique méniscale, c'est une douleur qui est vraiment plutôt précise, bien localisée, souvent en coup de poignard dans le compartiment interne. Ça, c'est classique. Où il n'y a pas forcément un épanchement, mais il peut y avoir une tuméfaction locale, où ça peut même créer un kyste paraméniscal, donc une poche de liquide autour du ménisque. Et puis, c'est une douleur qui est très reproductible à la palpation, vraiment à un endroit bien précis, et puis avec un testing méniscal positif. D'accord? Une clinique arthrosique, ça va être des douleurs qui sont plutôt diffuses, avec un fond douloureux constant. Il y a souvent un épanchement, pas toujours, mais c'est plus souvent accompagné d'un épanchement et pas forcément juste d'une tuméfaction locale. Il y a souvent un rabot rotulien qui est surajouté parce qu'il y a aussi une arthrose fémoro-patellaire qui est associée. Et puis des douleurs qui sont reproductibles à la palpation des deux interlignes et puis un testing méniscal qui est négatif. Ça vous permet de faire un petit peu la différence entre une clinique arthrosique et une clinique méniscale. Est-ce qu'on est plus en face vraiment d'un ménisque interne dégénératif ou alors est-ce qu'on a une arthrose fémorotibiale interne qui commence? Ça, c'est des éléments à l'anamnèse et à l'examen clinique qui peuvent vous aider. Ensuite, si vous vous retrouvez devant une lésion méniscale, on rentre un petit peu dans le vif du sujet sur la prise en charge maintenant. Il y a un papier de 2016 là, qui a été publié. Le but de tout ça, c'est de sauver le ménisque. Donc, on arrête maintenant de faire des arthroscopies. On essaye d'arrêter de faire des arthroscopies. On va procéder à une ménisquectomie parce que c'est un geste qui est arthrogène sur un genou, le plus souvent déjà dégénératif. Donc, en fait, oui, on va aider un peu la douleur méniscale, mais on va favoriser l'arthrose. Donc, on n'est pas très malin. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Douleur du genou de plus d'1 mois, âge de plus de 35 ans, une histoire compatible avec un ménisque dégénératif. On propose des radiographies en charge. IRM seulement si on n'a pas de lésion dégénérative à la radio. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche ce que je vous ai montré, les lésions méniscales dégénératives horizontales ou l'extrusion méniscale. On recherche l'œdème du plateau, etc. Le traitement, on va y venir. Donc, ça va être une rééducation ciblée que Nicolas vous détaillera tout à l'heure. Ça peut être un traitement pharmacologique PEROS, ça marche moyen. Les techniques d'infiltration, je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Et puis, on fait ça pendant 3 mois. Alors, ça, c'est la recommandation du papier, 3 mois. Moi, je dois vous avouer que je fais plus. Moi, j'essaye de tirer les gens 6 mois, des fois même un peu plus. En leur expliquant que c'est long, mais qu'en général, ça passe. Et en modifiant, évidemment, ce qui a été la cause de l'apparition des douleurs, parce que souvent, si on creuse un peu, les gens ont arrêté de faire leur vélo, ils sont stressés au travail, ils ne sont plus allés au fitness, ils ont pris 10 kilos dans les dents parce qu'ils sont en divorce. Enfin, souvent, il y a une histoire derrière qui fait que ça décompense une lésion méniscale dégénérative. Si on arrive avec un échec de traitement, ben, on fait une IRM si ça n'a pas été fait. Et puis, s'il n'y a pas d'arthrose à la radio, on est OK pour faire une ménisquectomie partielle. Mais le plus souvent, ce qu'on espère, c'est ça. Si maintenant, il y a déjà de l'arthrose sur les radios ou sur l'IRM, eh ben, on va éviter de faire une arthroscopie de débridement ou alors on le fait vraiment s'il y a un dérangement mécanique, en expliquant aux patients que c'est pour sauver quelques années, mais que ça ne va pas régler leurs problèmes. Donc, on est vraiment dans une politique de sauver le ménisque. Là, je vous montre 2 cas où on n'a pas sauvé le ménisque. Donc, c'est un patient de 57 ans qui, à l'âge, qui quelques années auparavant avait une lésion méniscale. Et puis, on lui a chouravé le ménisque interne. Et puis, maintenant, à 57 ans, il se retrouve avec une arthrose fémorotibiale interne. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas besoin de faire d'IRM. Vous voyez que dans le compartiment fémorotibial interne, il a clairement un interligne qui est diminué, une ostéophytose. Et puis, c'est encore pire pour un ménisque latéral. C'était le même patient, si je ne me trompe pas, mais l'autre genou, où là, on lui avait chouravé le ménisque externe.
Et puis, sur l'incidence de Schuss, il se retrouve avec une arthrose terminale. Donc ça, c'est des choses qu'on évite au maximum. Alors, les traitements, alors, il y a que Nico, il va vous détailler 5 exercices. Non, je plaisante. Donc, exercice, ce sera détaillé par Nico. Les médicaments, les techniques d'injection, et qu'est-ce qu'on injecte? Acide hyaluronique, PRP, c'est à la mode, ou les supports plantaires. C'est un petit peu ça, notre arsenal thérapeutique en tant que médecin. Je dois vous avouer que 80% des prises en charge, c'est ça. Et sans tous les physios qui sont là dans la salle, nous, on ne serait pas grand-chose. C'est vous qui faites le boulot. Et on va voir comment faire le boulot. Enfin, Nicolas va vous montrer un petit peu quelles sont un peu les nouvelles, je ne sais pas s'il y a des nouvelles façons de faire, mais en tout cas de faire juste dans ces lésions méniscales, qu'elles soient dégénératives ou traumatiques ou post-opératoires. Ce qu'on veut éviter, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire on essaye de faire une chirurgie méniscale. Après, on fait de la chirurgie régénérative où on injecte du plasma riche en plaquettes. On donne des médicaments. Finalement, ça finit avec une ostéotomie. Après l'ostéotomie, ça ne fonctionne pas. On fait une demi-prothèse. Après, c'est une prothèse totale. Le gars a 50 ans. 15 ans plus tard, il faut faire une révision de prothèse. Et puis, c'est l'escalade de la chirurgie orthopédique. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Le but à la consultation, et moi, c'est ce que je discute avec les patients, c'est de trouver la cause et puis de les rééduquer ou de les éduquer par rapport à leur lésion. Âge, sexe, obésité, les gènes, alors sur les gènes, sur l'âge, etc., on n'a pas beaucoup d'impact, mais sur l'obésité, oui, je pense, sur l'inactivité, on a beaucoup d'impact. Le but, ce n'est pas juste de s'occuper du genou, mais un peu du patient quand même dans son ensemble. Et puis vous qui avez une relation, vous les physiothérapeutes qui avez une relation 2 fois par semaine avec les patients, c'est des choses que vous pouvez tout à fait aborder. Et puis souvent, il y a des choses qui sortent. Juste se rappeler que quand on prend 8 kilos quand on est jeune, chaque 8 kilos qu'on prend, c'est 70% d'augmentation de risque d'avoir de l'arthrose plus tard. Donc, en fait, c'est aussi maintenant qu'on éduque les gens et c'est cette problématique de l'obésité, du surpoids, ça va donner beaucoup de travail aux médecins rééducateurs et aux chirurgiens orthopédistes pour la suite. Donc, le but, c'est contrôle du poids, adaptation de la charge sur l'articulation du genou. Et puis, mais Nicolas le détaillera, dans la partie rééducation, c'est tout le rodage articulaire, le renforcement musculaire et le travail proprioceptif, et puis réalignement de l'axe. Et tout ça, ça fait mal. Et puis, moi, mon but à la consulte, le but, c'est de pouvoir soulager les douleurs et de faire en sorte qu'ils puissent suivre leur rééducation correctement. Là, je vous montre juste un papier que vous avez sûrement déjà tous vu, qui compare une chirurgie, une ménisquectomie partielle pour des lésions dégénératives, on est bien d'accord, à 5 ans de follow-up, versus une chirurgie où on a juste fait les points d'entrée d'arthroscopie, on n'a pas touché au ménisque. Vous voyez que les résultats sont strictement les mêmes pour un score fonctionnel, pour 2 scores fonctionnels, pardon, et puis pour le score de la douleur. Donc, à 5 ans, les résultats, qu'on ait fait une ménisquectomie partielle ou qu'on ait simulé une chirurgie, sont exactement les mêmes. Là, on parle bien de ménisquectomie, donc on a enlevé un bout de ménisque, et pas de suture méniscale. Le but de la rééduque, et ça, j'aime bien expliquer, c'est qu'un ménisque, même fissuré ou dégénératif, si on lui applique une force axiale, il va relativement bien la tolérer, notamment pour ces déchirures horizontales. On peut assez volontiers comprendre que si on appuie quelque chose dessus et puis que ça fait coller les 2 parties, ça parle au patient, ça ne devrait pas trop faire mal. Ce qu'un ménisque ne supporte pas, c'est toutes les forces de cisaillement et les forces rotatoires. Et souvent, ces patients-là, si on leur explique qu'en renforçant, qu'en rodant, eh bien, on transforme ces forces de cisaillement en forces de compression, ben, ils auront moins mal. Et c'est le but de la rééducation. Alors, c'est peut-être pas très scientifique, là, c'est un peu imagé, mais ça parle assez volontiers aux patients. Et puis après, on a toujours la question, est-ce que la course à pied péjore-t-elle l'évolution de la gonarthrose? Alors, la réponse, c'est non. Peut-être que ça en surprend certains, mais ça, c'est un papier de 2017 qui a fait pas mal de bruit. Et puis, avec un recul de 8 ans, donc ils ont pris des patients qui avaient de l'arthrose du genou, et puis ils les ont suivis sur 8 années. C'était tous des coureurs, qui étaient déjà coureurs à la base, tous volontaires.
Et puis, on s'est intéressé à leur radiographie et aux douleurs qu'ils pouvaient présenter. Et vous voyez que quand ils étaient non-coureurs, le KL worsening, c'est le degré d'arthrose à la radio. Vous voyez que ceux qui ne couraient pas, ben, ils avaient une augmentation. Tous les deux avaient une augmentation de l'arthrose à la radio, mais c'était plus marqué chez ceux qui ne couraient pas. La diminution de l'interligne médiale, aussi plus marquée chez ceux qui ne couraient pas. L'apparition de nouvelles douleurs, peu significatif, mais quand même une tendance pour ceux qui ne couraient pas. Et puis, l'amélioration de la recrudescence de douleur, clairement en faveur de ceux qui couraient. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'arthrose, qui ont l'habitude de courir, il ne faut pas leur interdire de courir. C'est un peu le message. Par contre, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais couru, qui vient à la consulte, puis qui dit « Ah, alors il comprend qu'il est trop lourd, etc., et puis qu'il a un ménisque dégénératif, et puis qui dit « Ah, j'aimerais me mettre à la course à pied », là, il faut se méfier. Parce que ça, tous ces patients-là, c'est un peu le biais de cette étude-là, c'est que les patients étaient déjà coureurs à la base. Donc, ils avaient l'habitude de courir et ils se connaissaient. Et des gens qui n'ont jamais couru et qui ont des lésions dégénératives du genou, moi, je ne leur conseille pas forcément la course à pied. Je ne leur interdis pas si tout à coup, ils sont prêts et ils ont suivi une rééduque exemplaire. Dans ce cas-là, oui, ça se discute. Là, je vous montre quand même un cas d'un jeune de 19 ans à qui on avait fait une suture méniscale de la racine du ménisque externe, un basketteur qui avait un avenir en Amérique du Nord pour aller rejoindre une université. Donc, une grosse lésion du ménisque externe, comme vous pouvez voir. C'était traumatique. Suture du ménisque externe par le chirurgien. Rééducation intempestive parce qu'il était pressé de partir aux États-Unis, où on l'a fait à 6 semaines post-op, fait des exercices pliométriques, ou désastre. Et puis, on ne voit pas très bien là parce qu'il y a un peu trop de lumière, mais il décompense un monstre œdème osseux. Et ça, c'est vraiment un échec de rééduque où on a voulu aller trop vite. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais faire passer, c'est que dans le cadre d'une rééducation, que ce soit une suture ou un ménisque dégénératif, il faut prendre son temps. Et puis, il faut d'abord rôder le genou, renforcer. Et puis, une fois qu'on est prêt musculairement, et ça, Nico, il vous montrera assez bien qu'il y a des directives par rapport à une récupération de la force à partir de quand on peut faire sauter les gens. Voilà, ça, c'était après, une fois qu'on lui a dit d'arrêter de sauter, il a résorbé son œdème, mais son ménisque externe, c'est moche, quoi. Alors, dans les traitements pharmacologiques, on peut à peu près tout donner ce qu'on a. On voit juste que le dafalgan, le paracétamol est relativement mauvais, voire plus mauvais que le placebo. Le reste, c'est un peu mieux. Moi, je le donne surtout de manière très sporadique quand des patients sont vraiment dans une phase hyperalgique ou alors qu'en rééducation, on se rend compte qu'on est limité par des douleurs ou alors qu'il faut contrôler un épanchement. Là, je suis assez agressif sur des anti-inflammatoires. Je ne donne jamais de dérivé de la morphine pour des lésions dégénératives du genou. Je pense que ça ne sert à rien. Et puis, vous voyez que les injections de corticostéroïdes ou d'acide hyaluronique, c'est finalement ce qui semble être un peu le plus efficace. On peut discuter sur le type d'infiltration qu'on peut faire, notamment pour les corticostéroïdes. Si on revient à l'histoire de la clinique méniscale et de la clinique arthrosique, quand on a une clinique méniscale, donc j'ai repris simplement ce que je vous ai listé avant, on fait assez volontiers des infiltrations du mur méniscal. On peut faire une infiltration test. Donc, une infiltration du mur méniscal, c'est vraiment une infiltration au bord du ménisque. Donc, ce n'est pas une infiltration intra-articulaire, c'est une infiltration qu'on fait autour du ménisque. Comme vous pouvez le voir sur l'écho, vous avez ici le fémur, ici le tibia, vous voyez ici le ménisque qui semble un peu extrudé, et puis l'aiguille du radiologue interventionniste qui va aller déposer un peu de cortisone ou alors juste de l'anesthésique locale pour une infiltration test, pour savoir si c'est bien le ménisque qui est responsable de la douleur. Ça marche assez bien pour les cliniques méniscales. Après, pour les cliniques arthrosiques, on sera plutôt dans un traitement d'infiltration intra-articulaire. Et là, on peut soit infiltrer des corticos, mélanger à de l'acide hyaluronique ou alors du PRP. Cortico-acide hyaluronique, c'est de moins en moins à la mode. Cortico tout seul, ça se fait quasiment plus. Il y a des études qui ont montré que les infiltrations répétées de cortisone, c'était même mauvais sur le cartilage. Mais ça, c'est en général quand on en fait plus de 3-4 par année. Ça dépend. Si c'est des genoux qui sont très inflammatoires, productifs, avec un gros épanchement, là, moi, je mets quand même encore des corticos et de l'acide hyaluronique mélangés. Quand c'est des arthroses plutôt sèches, j'ai plutôt tendance maintenant à proposer du PRP
Souvent, alors, est-ce que le PRP est plus efficace que la visco? C'est encore très débattu. Il y a un petit trend maintenant qui dit que le PRP est un peu plus efficace que la visco, en sachant que nous, dans nos kits, quand on fait des infiltrations de PRP, c'est de toute façon mélangé à de la visco. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, on a maintenant plutôt un discours qui tend un peu plus vers le PRP. Après, il y a un autre papier qui est sorti très récemment qui semble montrer aussi que la durée d'efficacité du PRP est un petit peu supérieure à l'acide hyaluronique. Donc, on a un petit trend qui va vers ce type d'infiltration. Voilà, j'en ai terminé. Donc, juste pour rappel, dans la prise en charge des lésions méniscales dégénératives, vraiment le premier examen, c'est les radiographies en charge. L'IRM, ne pas la faire tout le temps, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de faire des IRM dans des genoux arthrosiques. La lésion méniscale dégénérative, elle ne devrait pas être opérée dans la mesure du possible, sauf s'il y a un dérangement mécanique. Que l'éducation, c'est primordial et que ça prend du temps. Les guidelines disent qu'il faudrait un échec de 3 mois de traitement conservateur, mais moi, je pense qu'on peut attendre un peu plus longtemps. Et puis, que la chirurgie, elle est utile vraiment en cas de dérangement mécanique du genou, ou alors, et puis que ce dérangement mécanique empêche une vie normale et va favoriser une gonarthrose. Voilà, je vous remercie. Soit on répond aux questions maintenant. Alors, on me dit maintenant, si vous avez des questions. Ça peut aussi être fait par le Zoom. Pas de questions? Oui, Pascal? Ah, attends, il faut que tu parles dans le micro, comme ça les gens du Zoom t'entendent. Alors, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Okay. Dans les genoux vraiment dégénératifs, tes injections d'acide hyaluronique ou PRP, est-ce que ça marche? Moins. Ouais. Alors, ça dépend un peu du stade de KL qu'on a. Et sur des arthroses terminales avec un contact os-os, ça ne marche pas bien. Ça marche pas bien, On est bien d'accord. Okay. Ça marche plutôt chez les jeunes qui ont encore un interligne conservé avec des troubles dégénératifs débutants. Okay. Après, le PRP acide hyaluronique dans un ménisque dégénératif, ça ne marche pas très bien. Si c'est juste un ménisque dégénératif, là, on va plutôt préférer l'infiltration du mur méniscal s'il n'y a que la lésion méniscale. Maintenant, s'il y a une lésion dégénérative, cartilage et ménisque, on peut discuter. Ouais. Okay. Après, encore une fois, c'est toujours la sévérité clinique plutôt que la sévérité radiologique qui va nous orienter sur le traitement, parce que mon pote qui veut faire la patrouille des glaciers qui a une arthrose terminale, lui, je n'ai jamais fait d'infiltration, il a pas mal. Il est juste gêné par le manque de mobilité parce qu'il plie pas plus que 100 degrés. Et puis, dans ses conversions à la patrouille, il était embêté et c'était plus un problème mécanique. Je dis qu'il n'y avait rien à faire. Ok, merci. D'autres? Oui? Alors, la question, je vais la lire, de Alfredo. Est-ce que vous avez de l'expérience avec le PRP intraméniscal dans la lésion méniscale? Alors ça, c'est une excellente question. Il y a quelques publications maintenant qui parlent de ça, mais il n'y a pas encore de résultats très probants. Ça se fait ou ça s'est étudié notamment dans des chirurgies où on fait encore une augmentation chirurgicale en injectant en péro-opératoire du PRP dans la lésion méniscale. Il n'y a pas d'évidence que ça ait beaucoup d'effets. Moi, j'en ai jamais fait. J'attends encore un peu que d'autres publications sortent. Il y a un truc que je me demande, à mon avis, ça doit faire très, très, très mal. Parce qu'elle est piquée dans un ménisque, ou alors, je ne sais pas trop techniquement comment on veut le faire, mais piquée dans un ménisque. Quand on fait des infiltrations du mur méniscal et que par mégarde, on est un peu trop proche du ménisque avec l'aiguille, je peux vous dire que les gens ils sautent au plafond parce que c'est une structure qui est hyper innervée. Et voilà, intéressant de voir un peu ce que ça donne, mais moi, je n'ai pas d'expérience personnelle à ce sujet-là. Pas d'autres questions? Alors, je passe la parole à Julien. Je passe le micro aussi. Bonjour à tous. Ça marche ça c'est fort là. On va passer. Donc moi je suis le chirurgien, puis on va parler de chirurgie du coup.
si ça marche. On reprend rapidement l'anatomie comme il l'a montré, hein. Le ménisque interne, il est là, il y a des structures, il est attaché au tibia via des racines et des ligaments. Il y a plein d'attaches qui sont assez complexes que le chirurgien doit connaître pour pouvoir les réparer le cas échéant. Le ménisque externe, il est là, à nouveau avec plein d'attaches. Et comme il l'a dit, Maxime, il est beaucoup plus mobile et ça, c'est normal. Point important, c'est cette vascularisation. Elle est sur la périphérie, la zone centrale, elle ne l'est pas du tout, donc elle n'a pas de capacité à guérir. Et c'est aussi pourquoi c'est cette partie-là qui va dégénérer, faire des lambeaux. Elle diminue avec l'âge, donc avec l'âge, on a réparé les ménisques, ça devient moins possible. La fonction des ménisques, comme il l'a dit, ça augmente la congruence articulaire, ils stabilisent les genoux, ils sont très importants, donc il faut les sauvegarder. Il n'y a pas une lésion méniscale, il y en a plusieurs, et en fonction de ça, on va pouvoir guider le traitement, et à l'anamnèse, l'examen clinique, l'imagerie, qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on a comme type de lésion, si on a plutôt une lésion traumatique, dégénérative ou congénitale, et en fonction de ça, est-ce qu'on va préserver le ménisque, plutôt enlever une partie ou aller le réparer. On n'est pas docteur, j'ai une fissure au ménisque, c'est un peu plus compliqué que ça. Les lésions traumatiques, c'est celle-là, c'est une lésion longitudinale verticale. Il y a les lambeaux et les lésions qui sont radiaires, ainsi qu'il y a les lésions des racines, ça c'est des lésions traumatiques. Les lésions dégénératives, donc le clivage horizontal, comme le docteur Claude l'a dit. Parfois, les lésions de la racine peuvent être dégénératives, et les lésions congénitales, c'est le ménisque discoïde. On va les classer en fonction si c'est une lésion du segment postérieur, antérieur, moyen, et en fonction par rapport à la vascularisation, on dit plutôt 0, 1, 2, 3. 0, c'est la zone qui va être bien vascularisée. 3, portion centrale, peu vascularisée. Et une fois qu'on a classifié tout ça, on va pouvoir proposer un traitement. Et on voit qu'il y a une multitude de possibilités. Si vous avez le temps, regardez les images. C'est plus comme on a appris dans les livres, lésions grade 1, 2, 3. Suivant le radiologue, il faut vérifier les images, comme faire des amis. Mais voilà. Là, voilà, c'est lésion grade 3. En fait, c'est le patient, il a un LCA plus une anse de saut. C'est pas le même topo. La chirurgie, elle se fait par arthroscopie. La majorité du temps, ça permet d'explorer tout le genou, tous les compartiments, y compris la partie postérieure du genou, là derrière. Une image pour vous montrer à quoi ça ressemble un ménisque normal. En haut, le tibia, en haut, le fémur, le tibia en bas, et pour remettre t'arrives à remettre la... Attends, si je reviens en arrière, c'est bon, normalement. Ou pas. Voilà. En haut, fémur, en bas, tibia, et donc le segment moyen, et on arrive au segment postérieur du ménisque interne. Ça, c'est le ménisque externe, antérieur, moyen, postérieur, la racine postérieure. Et on voit également le tendon poplité qui va être au fond. Voilà. Donc ça, c'est des images normales des ménisques. Après, je vais vous montrer des images anormales. Parfois, elle peut se faire par chirurgie ouverte, suivant où est la lésion. On ne peut pas l'accéder par arthroscopie. Il faut faire ce qu'on dit une arthrotomie. Je rappelle que le but de la chirurgie en orthopédie, c'est quand même de soulager le patient, qu'il ait moins de douleur, qu'il ait une meilleure fonction, permettre de retourner au travail et ou au sport, et d'éviter de faire des dégâts dans le futur. On va regarder quelles sont les lésions qui s'opèrent ou qui ne s'opèrent pas. Ce qui ne s'opère pas, comme il a dit, les lésions dégénératives, Maxime, il y a eu pas mal d'études randomisées ces derniers temps, comparées, ils prenaient toutes les lésions dégénératives avec plus ou moins de l'arthrose. On a mélangé tout ça, puis on a regardé si la physiothérapie, c'était mieux que la chirurgie ou l'inverse, et finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Ça a été repris dans les journaux de médecine.
Forcément, quand on a un interniste, il nous dit quoi faire, bah forcément, ça fait des réactions dans le camp des orthopédistes. Si on regarde dans les détails, il y a pas mal de biais quand même dans ces études. Tout est mélangé, d'un contre l'arthrose, pas d'arthrose. Il y a comme dans certains de ces patients, des bons candidats pour la chirurgie. Ça, j'avais quelques réponses en plus dans cet article dans la revue médicale suisse. Le consensus de l'ESCA, l'association européenne, l'a montré Maxime, toujours commencer par les radios pour rechercher une arthrose. Il n'y a pas de place à l'arthroscopie dans l'arthrose la plupart du temps. Les signes directs qu'on va rechercher les signes directs d'arthrose à l'IRM, ça va être l'extrusion méniscale, comme il l'a montré, et les œdèmes osseux. Le ménisque, quand il s'abîme, c'est par le début de l'histoire. C'est la première page du livre, puis à la fin, ça finit avec l'arthrose. Donc la chirurgie, les lésions dégénératives, la plupart du temps, on ne peut pas les réparer, donc on ne va pas changer l'histoire. On peut éventuellement améliorer à court terme, mais à long terme, on ne change pas. Ça, il faut l'expliquer bien aux patients. Donc on a quand même le droit d'opérer les lésions dégénératives, on opère, et ça, quand le traitement conservateur ne fonctionne pas. Le principe, c'est d'aller régulariser la lésion tout en préservant la périphérie du mur méniscal pour que le ménisque restant ait quand même une fonction. Ça a été démontré dans le passé que si on enlevait vraiment tout le ménisque, c'était assez désastreux. Il y avait des arthroses très rapides. Les candidats idéaux pour la chirurgie et la méniscectomie partielle, c'est ceux qui ont une lésion complexe. À l'IRM, on va le voir, il y a une lésion dans 3 plans. Dans le plan une lésion horizontale, verticale et éventuellement une lésion radiaire. C'est vraiment le patient, il a un caillou dans la chaussure, il sent que ça bloque, et en lui enlevant ça, on va lui faire du bien, tout en ne changeant pas le devenir à long terme. Ça, c'est une image d'un ménisque dégénératif. Il y a un premier lambeau, un deuxième lambeau, puis j'avais eu beaucoup de chance, j'en ai même trouvé un troisième derrière. C'était coincé. Voilà, ça c'est vraiment un peu l'image du caillou dans la chaussure, c'est-à-dire que le patient, ça lui faisait des blocages très douloureux et bon résultat après une mastectomie partielle interne. On a différents instruments, on a ce qu'on appelle un shaver qui aspire, puis après on a une pince pour couper des morceaux de ménisque en gros. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. L'idée c'est vraiment de garder le mur méniscal, de ne pas enlever tout. Un autre bon candidat, il l'a montré Maxime, c'est celui qui a un lambeau ici qui est coincé entre le tibia et le ligament collatéral médial. Des fois, il est de taille importante, et puis faire attendre le patient 3 mois, voire 6 mois, avec des infiltrations qui ne marchent pas, ils ne sont pas très contents. Ça ressemble à ça à l'IRM. Et sous arthroscopie, à ceci. Là, avec mon petit crochet, je vais le déloger là-dessous. Hop, il est là. Et ça, c'est une chirurgie entre guillemets assez satisfaisante. Le patient, il sent tout de suite la différence en post-opératoire, qu'il n'a plus les douleurs du compartiment interne. À nouveau, c'est un ménisque qui n'a pas de capacité à guérir. Il est tout mâchouillé, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Ça. Lésions dégénératives chez le jeune, ça se voit souvent au niveau du ménisque, parfois au niveau du ménisque externe, ceux qui courent beaucoup. Sur ses forces de cisaillement, il n'aime pas ça le ménisque, avec parfois associé à des kystes paraméniscaux. Ça se présente ici sur l'IRM. C'est une lésion qui peut être réparée. Ça a des bons résultats à moyen et à long terme. Sous arthroscopie, ça correspond à ça. La portion centrale n'est pas vascularisée, elle n'est pas sauvable. Elle fait que gêner, elle remplit déjà plus sa fonction. Vu qu'elle est mobile, donc c'est régulariser la portion centrale en enlevant le minimum.
à nouveau avec les différents instruments. Là, on va voir à un moment donné, il y a un petit peu de mucus de kyste qui va sortir. Là, hop, ça communique avec l'articulation, ce kyste. L'idée, c'est de faire quelque chose de lisse pour que la portion centrale ne se redéchire pas. Et puis, après, c'est dans ces cas-là, chirurgie ouverte, où la lésion elle est vraiment devant. On ne peut pas travailler à l'envers sous arthroscopie. Donc, on vient le réparer avec du fil. Les lésions qui s'opèrent, c'est les lésions donc traumatiques longitudinales qui sont en zone vascularisée. Là, on va les réparer parce que c'est des lésions qui ne guérissent pas bien par elles-mêmes, et surtout, elles arrivent souvent dans un contexte de rupture du LCA. Et on sait qu'avec un genou qui est instable, les ménisques ne vont pas réussir à guérir. Donc, il va y avoir besoin d'un coup de pouce de la part du chirurgien. Le mécanisme qui montre les lésions méniscales associées à la rupture du LCA. Ici, L, c'est le LCA en anglais. Donc, l'accident, le tibia il part en avant, le LCA se déchire. Il y a un phénomène de rotation interne où le ligament latéral peut être déchiré. Ça arrive dans 90% des cas. Les ménisques externes qui abîment à ce moment-là. Et après, il y a une contraction réflexe du semi-membraneux qui peut occasionner une lésion de ménisque interne au segment postérieur. Bien. L'autre mécanisme qui peut expliquer aussi les lésions du segment postérieur des ménisques, c'est que le fémur vient, le tibia part en avant et les deux ménisques viennent se faire écraser entre les deux os lors de la rupture. La rupture du LCA, elle est isolée, elle est peu fréquente, il y a souvent quelque chose d'associé, les ménisques ou le ligament antérolatéral. Et ça, c'est l'histoire naturelle des lésions méniscales dans le cadre d'une rupture du LCA. Il y a des Japonais qui avaient vu à l'époque faire des arthroscopies diagnostiques. Là-bas, ça se fait beaucoup. Ils avaient noté qu'il y avait beaucoup de lésions méniscales initialement, puis il y avait quand même une guérison spontanée dans pas mal de lésions, qui restait environ à peu près une trentaine de % par la suite. Et puis, à force, avec le temps, le fait qu'il y a cette instabilité, ça va abîmer les ménisques, soit parce qu'ils ont des nouveaux dérobements du genou, puis il y a une grosse déchirure nette, soit c'est quelque chose qui se fait de manière plus prolongée, avec les contraintes augmentées sur les ménisques, et ils s'effritent, ils se mâchouillent, entre guillemets. Comment savoir si ces lésions, je vais pouvoir les réparer ou pas? Ça va dépendre de l'âge, la taille de la lésion, si c'est en zone vascularisée ou pas, une lésion aiguë, chronique, la qualité du tissu. J'ai plusieurs critères pour le savoir. Par exemple, ça, c'est un patient qui avait une laxité antérieure chronique sur rupture du LCA et qui a développé cette lésion du ménisque interne. Le ménisque tout effrité, ce n'est pas une lésion qui est réparable. Donc, le seul traitement ici qui est possible, c'est la méniscectomie partielle toujours. Vous voyez à quel point le ménisque il se fait aspirer dans l'instrument. Normalement, un ménisque sain, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Il y a des lésions qu'on peut laisser en place, c'est les petites lésions. Quand on est passé, on fait la reconstruction du LCA, on voit des petites lésions au niveau des ménisques, on peut les laisser en place. Il n'y a pas forcément besoin de réparer ou de faire quelque chose. Par contre, quand elles sont plus étendues et mobiles, il faut les réparer. On a plusieurs techniques chirurgicales en fonction si on répare depuis dedans en dehors, de dehors en dedans ou depuis tout à l'intérieur. En fonction où est la lésion, on va utiliser plus ou moins telle technique. En premier lieu, on va raviver la lésion. L'idée, c'est d'enlever la pseudo-cicatrice qui n'a pas de capacité à se différencier et à faire une guérison. Essayer de promouvoir des nouveaux vaisseaux qui vont guérir tout ça. Donc, on enlève la cicatrice. Ça, on a des canules depuis dedans en dehors pour passer du fil. Ça, c'est quand on revient depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et on a ces sutures Olinsa qui ont pas mal facilité les sutures méniscales parce que c'est facile et rapide
de faire des sutures. Le principe, c'est qu'on vient déposer des implants en arrière du ménisque avec un fil qui est déjà prénoué, puis quand on tire dessus, ça vient resserrer la lésion. Autre possibilité, on peut utiliser un crochet et passer du fil directement dans la lésion. Associé aux ruptures du LCA, on a souvent ces lésions de la rampe. Souvent, vous voyez passer ce mot-là, c'est quelque chose d'assez récent. Ça correspond à le ménisque interne, il est détaché du tibia. C'est le ligament ménisco-tibial qui est atteint sur sa partie postérieure. Ça intervient d'environ 20% des ruptures du LCA. Cette lésion va provoquer une augmentation de la laxité. Et si on ne la répare pas, qu'on fait que le ligament croisé antérieur, on a toujours une laxité qui est pas une stabilité qui n'est pas restaurée. Ces lésions, il faut aller les chercher. Si on ne va pas les chercher spécifiquement à un endroit, on les rate dans 40% des cas. Il y a une classification qui est un peu compliquée. Pour dire, il y a plusieurs types. En gros, comment on les répare? Moi, je fais ça avec un crochet. Je viens depuis un portail qu'on dit postéromédial. C'est là où est la lésion. Et on vient passer du fil pour la réparer. Ça, c'est la lésion vue à nouveau de devant. Voilà, déchirure au fond. Voilà. Donc, c'est loin, en périphérie, en zone vascularisée. On va pouvoir la réparer. Il faut parfois faire 1, 2 ou 3 points suivant l'étendue de la lésion. Là, je fais un deuxième point. On a des moyens pour pousser le nœud au fond du genou, entre guillemets, et suturer tout ça. Et ça, c'est ce que ça donne depuis devant avec le fil bleu qui permet de rapprocher d'avoir suturé la lésion. On a les lésions de la racine postérieure du ménisque externe qui sont souvent associées aussi aux ruptures du LCA. Ça donc presque 13%. J'ai l'impression que personnellement, c'est un peu moins dans la pratique quotidienne, mais là, il parle de 13%. Soit on a un moignon et puis soit c'est directement détaché de l'os. On voit le ménisque externe, la partie qui se soulève du tibia, et il a perdu son attache sur le tibia. On répare à nouveau avec du fil, on vient le réattacher à l'os. Et ça, un autre exemple, où on a un petit moignon et je vais pouvoir réparer avec une suture all inside. Donc là, j'ai avivé. Là, c'est l'instrument qui permet justement de larguer ces implants en arrière du ménisque. Il faut qu'on pique de part et d'autre de la lésion. Et puis là, un premier point. Je n'étais pas trop satisfait de ma suture. Donc j'en ai rajouté un deuxième pour mieux faire. Donc là, on largue les implants, on pique de l'autre côté. Voilà. Vous voyez que c'est assez rapide. Ces sutures all inside ont permis de simplifier quand même pas mal nos sutures méniscales. Voilà l'aspect final. L'anse de saut, on la rencontre souvent dans la rupture du LCA. On voyait le ménisque qui est en plein milieu du genou. De l'autre côté, il reste plus rien. C'est vraiment tout le ménisque qui est parti en plein milieu. Pas toujours facile à remettre en place. Donc, c'est pas quelque chose avec des manipulations externes. Pour le remettre en place, c'est pas trop. N'essayez pas. Ça va faire mal au patient. Autre lésion qu'on peut rencontrer, c'est les lésions radiaires. C'est les lésions dans ce plan ici. Ça correspond à une interruption complète des fibres circonférentielles. Donc, c'est comme si vous avez un ménisque qui ne fonctionne plus quand la lésion elle est complète. Et cette étude biomécanique qui montre que si la lésion fait plus de 66% du ménisque, ça équivaut à un ménisque qui est non fonctionnel. Une image à nouveau, le ménisque externe, la lésion radiaire au fond, là avec une suture de dedans en dehors, on vient passer avec une aiguille un fil de part et d'autre. Et là, après avoir passé les deux fils, ça permet de rapprocher
les deux bords, et d'attendre que la lésion guérisse par la suite. Parfois, on a des lésions un peu plus horribles, avec un ménisque qui est explosé. Et là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On peut quand même les réparer. Parce que si on enlève ça, le pauvre patient n'a plus du tout de ménisque. Et ça a des conséquences dramatiques dans le futur. À nouveau, ces sutures UNISA qui nous ont pas mal simplifié la vie. Ça, c'est des patients, par la suite, c'est sans appui, hein, décharge complète. Sinon, ça va venir vraiment tirer sur le fil, la suture, et ça ne résiste pas au poids du patient. Les échecs de suture, réparer, ça marche, mais parfois pas. L'échec de suture, c'est défini par le fait de devoir y retourner pour enlever un bout de ménisque. 14% à 6 ans en cas de reconstruction du LCA, autant au niveau du ménisque interne que du ménisque externe. Et puis, on voit que la plupart du temps, elles interviennent dans les 4 ans. Et si on a une laxité résiduelle, on a un risque de x5 que le ménisque ne guérisse pas. Donc, le ménisque a vraiment besoin d'un environnement stable pour pouvoir guérir. Cas particulier, les anses de saut du ménisque interne dans un genou isolé qui est stable, qui n'a pas d'autres lésions. Il y a souvent un contexte dégénératif, souvent des patients jeunes qui font du sport. Et on a un taux d'échec qui est assez énorme, jusqu'à 76%. Ce n'est pas un triomphe, ces réparations. Et c'est vrai que c'est assez débattu chez quelqu'un de jeune, sportif, anse de saut du ménisque interne, réparé ou pas réparé, c'est débattu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si on y retourne et qu'on doit enlever un bout de ménisque, on ne va jamais enlever plus que la lésion initiale. Donc, quelque part, on a quand même sauvé un peu de stock méniscal. On peut même parfois les re-réparer, mais jusqu'à avec 33% d'échecs. Donc, c'est assez élevé. On va me dire pourquoi du coup on les répare si on a tous ces échecs. Parce que déjà, on ne fait pas moins bien que... si on regarde la fonction à 2 ans, c'est pas moins bien que si on avait enlevé, voire même mieux au niveau de la fonction. Mais surtout, si on regarde à long terme, quand on les a réparés, on a une fonction qui est similaire à ceux qui avaient des ménisques intacts, ce qui n'est pas le cas à ceux où on a enlevé un bout de ménisque. Pareil, comme Dr Gros-Claude l'a dit, ils ont un rôle important de stabilisateur, donc ils vont aider le ligament croisé antérieur à stabiliser le genou. Et ces chiffres qu'il faut retenir, après méniscectomie, à 10 ans, on a 22% d'arthrose dans le compartiment interne, 39% au compartiment externe. Donc, ce n'est pas une solution chez quelqu'un qui a 15-20 ans avec une lésion méniscale. Le pire, c'est quand vous avez un patient qui n'a plus de ménisque interne et plus de LCA, vous avez 100% d'arthrose à 20 ans. Autre cas dramatique, c'est les chondrolyses. Ça arrive souvent au niveau du ménisque externe, cas typique, genou fouteux, anse de saut de ménisque externe, la pression pour tourner au foot rapidement. On lui dit, je te le répare, t'en as pour 6 mois. Il dit, non, non, mais enlève-moi mon ménisque. Comme ça, dans 1 mois, je retourne au foot. Ce n'est pas une bonne solution, on s'expose à ce risque de chondrolyse. Il y a une cascade inflammatoire, une surcharge au niveau du cartilage où les patients développent en quelques mois, ils perdent leur cartilage. Ça, c'est l'image arthroscopique de ce que ça peut donner. C'est un peu tout flou, c'est tout le liquide synovial qui est en trop, un gros épanchement, puis vous voyez tous ces débris cartilagineux qui part. Le traitement, ça va être repos, anti-inflammatoire, infiltration et parfois lavage de l'articulation pour enlever tous ces cytokines inflammatoires. Pourquoi ça arrive surtout au ménisque externe? Parce que le compartiment externe, c'est vraiment une boule sur une boule, entre guillemets, comparé au compartiment interne. Et vous voyez là que l'image en bas,
Si on enlève, avec le ménisque, la surface de contact est très élevée, alors que quand il n'y en a plus, c'est réduit à une petite surface. Comment on peut améliorer nos résultats de suture? On voit que suivant les techniques qu'on va utiliser, si on va utiliser du fil résorbable ou pas, par exemple, on va avoir des taux d'échec de suture qui peut être parfois divisé par 4. Et dans le cas de la reconstruction du LCA, si on en rajoute un ligament antérolatéral, suture qui est souvent touchée, on va mieux contrôler la rotation, et on va diviser par 2 voire 4 le taux d'échec de suture du ménisque interne. Les autres lésions traumatiques que j'aimerais aborder, c'est les lésions de la racine postérieure du ménisque interne. C'est à ce niveau-là, c'est une lésion qu'on voit quand même de temps en temps quand on la cherche. Vous voyez là le ménisque qui se soulève du tibia, il n'est plus du tout ancré. Et que ça comme conséquence biomécanique, c'est équivalent d'une méniscectomie totale. C'est comme si vous n'avez plus du tout de ménisque dans le genou. Et les contraintes vont augmenter d'un coup, avec un ménisque qui s'expulse. Ça survient souvent chez le patient qui a 40-60 ans. Parfois, il a raté une marche d'escalier, puis il a entendu un pop, et puis depuis, il a mal. Ou ça peut arriver dans un contexte plutôt dégénératif, patient obèse qui d'un coup développe des douleurs. En fait, c'est le ménisque qui d'un coup a lâché petit à petit. À l'IRM, on le voit, quand vous avez une extrusion du ménisque, allez regarder les racines. Peut-être, soit c'est lié à une arthrose, et à ce moment-là, il ne faut rien faire, soit c'est peut-être lié à une avulsion de la racine postérieure du ménisque interne. Aussi, ça a des conséquences. Oui, c'est le ghost sign, ça veut dire que sur la coupe, on ne voit plus le ménisque, c'est-à-dire qu'il y a une lésion à cet endroit-là. Et ce patient qui développe une fracture sous-chondrale à cet endroit-là. À la radio, pour l'instant, on ne voit rien. Et puis, quelques mois après, ostéonécrose. Et là, on est cuit, il est bon pour la prothèse. Il y a certains critères pour les réparer. Il ne faut pas toutes les réparer. Plutôt les patients jeunes qui n'ont pas de lésions cartilagineuses et surtout qui sont capables de pouvoir supporter 6 semaines de décharge en post-opératoire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il y a une place à la méniscectomie partielle? Non. Ça n'améliore pas le traitement. Et comment on va les réparer? L'idée, c'est de passer du fil et de le réancrer au tibia. On a plein d'instruments à nouveau pour faire ça. Ça, c'est l'image. Vous voyez la racine qui est complètement détachée derrière. Là, je viens depuis derrière aviver l'os. J'enlève un tout petit peu le cartilage où il y avait son insertion normale, naturelle de la racine, pour que le ménisque puisse s'attacher à l'os. Il y a à nouveau des fibres qui poncent le tout. Avec un guide, on vient faire un tunnel dans l'os. On passe un petit fil tracteur. Et là, avec l'aide d'un crochet, je vais passer du fil dans le moignon du ménisque pour aller le rattacher. Là, je passe un premier fil. Là, je vais passer mes plusieurs fils et on vient tirer dessus, puis ça vient remettre la racine méniscale en place. Est-ce que ça marche? Oui, ça améliore la fonction. Il y a quand même des fois des guérisons incomplètes parce qu'il y a quand même quelque part un contexte dégénératif. Donc, essayer de réparer des lésions dégénératives, ça marche pas toujours. 5% d'échecs. Par contre, on voit qu'on ralentit quand même la progression de l'arthrose et qu'on retarde la mise en place d'une prothèse totale de genou chez les patients à qui on a réparé cette lésion. On a bientôt fini. Les lésions congénitales, méniscoïdes, c'est un ménisque qui est trop gros, qui a une forme de disque. La portion centrale elle est plus fragile. On voit ça plutôt chez les patients d'origine asiatique. Si le ménisque peut être discoïde incomplet ou complet. Ça correspond à ça à l'IRM, sous image arthroscopique. Ceci, on voit tout le tibia qui est recouvert de tissu méniscal. C'est indiqué de les opérer que quand c'est symptomatique. S'il n'y a pas de symptômes, on laisse ça en place. Il y a des gens qui finissent toute leur vie avec un ménisque discoïde sans avoir eu de problème. L'idée, c'est d'enlever la portion centrale en trop et de laisser le reste du ménisque tranquille. Parfois, il y a une lésion qui est associée, il faut la traiter. Le reste du ménisque, on le traite comme une autre lésion. Dernier mot sur les greffes de ménisque, ce qu'on peut faire.
C'est souvent des histoires à rallonge chez des patients qui ont été opérés plusieurs fois. Il y a eu rupture LCA, on a essayé de réparer les ménisques, ça n'a pas marché. On répare une deuxième fois, ça ne marche pas, on enlève. Puis les patients, ils ont mal, c'est des patients qui sont jeunes. C'est réservé pour des patients qui ont peu de lésions cartilagineuses. Il faut qu'il y ait un genou qui est stable, qui soit axé. Et puis qu'ils ont eu des symptômes depuis un petit moment, avec des douleurs et des épanchements récidivants. Une image en haut à gauche, ici, une patiente qui s'est fait enlever le ménisque interne. Elle garde des douleurs. Là, on voit l'arthroscopie, il n'y a plus rien. La greffe de ménisque, on en met un nouveau et on voit à l'IRM, à nouveau, on retrouve un triangle ici et là, qu'on ne fait pas là. Est-ce que ça marche? Ça diminue les douleurs, ça améliore la fonction. Par contre, c'est pas prouvé qu'on prévient l'arthrose à long terme. Puis il y a quand même un taux de réintervention qui est assez élevé. Donc c'est bon, j'enlève le ménisque, puis j'en mettrai un nouveau plus tard. C'est pas ça. On pourrait en savoir un petit peu plus dans cet article, dans la revue médicale suisse. Pour conclure, le ménisque, il a une fonction qui est essentielle. Mystectomie, c'est jamais le premier choix. Les lésions traumatiques, on va les réparer. Les lésions dégénératives, on ne les opère pas, sauf s'il y a un embout important, avec des symptômes mécaniques importants. Est-ce qu'il faut attendre des fois 3 mois, 6 mois? Ça va dépendre des symptômes et de l'image qu'on a. Et les urgences à ne pas rater, c'est les lésions de l'once de Sceaux, les lésions de la racine et les lésions radiaires complètes qu'il faut réparer dès que possible. Si vous sauvez votre ménisque, vous allez sauver votre reconstruction du LCA parce qu'il va aider le LCA à prendre et en retour, en stabilisant le genou, à sauver vos ménisques. Et dans les cas d'une reconstruction du LCA, il n'y a pas beaucoup de place à la méniscectomie. Il faut tenter de réparer, même si on pense que ça ne va pas toujours marcher. Voilà. Et je laisse la place à Nicolas, sauf s'il y a des questions. Je déteste. Existe-t-il des ménisques artificiels, des prothèses méniscales qui pourraient remplacer un ménisque lésé et non réparable? Alors, il y a des substituts qui existent. L'idée, c'est que c'est comme une sorte de membrane qui se fait aussi pour le cartilage, où il y a un pseudo-tissu qui va repousser dedans. Ça ne marche pas, enfin, c'est pas terrible. Il y a des équipes en Belgique qui font des ménisques en plastique, entre guillemets. J'ai entendu ça il y a quelques années. C'est toujours pas sorti sur le marché, c'est-à-dire que ça marche pas. Voilà. Bon. Bonjour. Ouais. Dans les ménisques discoïdes, donc on voit qu'il est beaucoup plus important. Quelle est la portion qui est le plus développée? Est-ce que le mur s'est développé ou est-ce que c'est plutôt le côté white Oui, c'est ça. s'est Là, c'est la forme d'un C, le ménisque. Et là, il y a une forme de disque. Ouais. C'est la portion centrale qui est en trop, entre guillemets. Et du coup, c'est une zone qui n'est pas vascularisée et qui va s'abîmer plus facilement. D'autres questions? D'autres questions dans la salle? Ah oui. Ouais. Attendez une minute. Dans les études, du coup, ils parlent de réduction du risque d'arthrose, etc. Mais est-ce que c'est l'arthrose, du coup, liée à l'imagerie, enfin, en lien avec l'imagerie, les stades d'imagerie ou l'arthrose symptomatique Ils font en gros, comment on fait une étude de ce type, c'est qu'on prend les patients à 10 ans, on leur fait des radios, Ouais. puis on regarde s'il y a de l'arthrose. Ouais. Voilà, tout simplement. Ils regardent pas forcément juste, regarder, pas forcément les symptômes. Ça, c'est voilà, si on se pose la question, est-ce qu'il y a de l'arthrose à 10 ans, on fait des radios, arthrose par arthrose. Après, si on se pose la question, si cette arthrose est symptomatique, on va faire des scores fonctionnels et poser d'autres questions, puis on va voir. Mais voilà. C'est pas parce qu'ils ont de l'arthrose à 10 ans que ça fait forcément mal. Oui, Mais si voilà, un patient qui a 20 ans, on lui enlève le ménisque externe, et à 30 ans, il a 40% de risque d'avoir de l'arthrose, ça veut dire qu'à 50 ans, ils en ont tous. Et puis, voilà, si on prend 100 personnes qui ont de l'arthrose et 100 personnes qui n'ont pas d'arthrose,
dans les 100 personnes qui ont de l'arthrose, ils ont plus mal au genou quand même que les autres qui n'ont pas d'arthrose. Dernière question? Non, merci Julien. Alors. Merci. Je passe la parole à Nico. Alors, bonsoir. Donc, Nicolas Courler, moi je suis physiothérapeute. Merci, messieurs les docteurs, pour vos présentations, parce que ça a bien déblayé le terrain. Je vais pouvoir exploiter un peu tout ce dont vous avez parlé. Le sous-titre de ma présentation, j'avais mis « Aller vite ou aller mieux ». Donc, vous avez déjà compris avec le docteur Gros-Claude que aller vite, parfois, c'est pas du tout aller mieux. Il vaut mieux prendre le temps d'avancer. Alors, le patient arrive souvent, il me dit « Je me suis fait un ménisque ». Donc, vous avez compris là aussi que ça ne veut rien dire. Que si l'important, c'est une fois qu'il est passé déjà chez mes collègues, c'est que j'ai à peu près le même discours, donc il faut que ce soit basé sur les mêmes références. Les facteurs de risque d'échec sont importants, notamment celui d'IMC élevé, ça peut amener à certaines discussions avec les patients, des échanges aussi avec les médecins. Ce qui est vraiment en jeu, on va le répéter une 3e, 4e, 12e fois, c'est le risque de développement de l'ostéoarthrose qu'on cherche vraiment à éviter. Et comme vous pouvez voir, que le ménisque soit tout seul ou associé à un LCA rompu, le risque il est vraiment présent. Ce que j'ai aimé dans cette publication-là, qu'on a tous partagé, tous les trois, c'est la notion que nos patients, nous, on est là pour faire de la rééducation. Si on incarne notre rôle d'éducateur, c'est vraiment d'expliquer à notre patient qui a déjà lu plein de trucs sur Internet ou dans les journaux, sur des photos qu'on repris vite parce qu'ils se sont fait opérer, qu'on leur a enlevé le morceau qui n'allait pas. Oui, ils ont repris vite, donc ils ont eu un super résultat rapidement, mais par contre, l'avenir, il est moins rose, comme ça a déjà été bien développé. Alors le patient, il va vous dire, mais je fais quoi? Plein de publications qui parlent de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on traite les ménisques, les lésions méniscales. Il y a une question à se poser quand même, c'est est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Est-ce que quand on parle de lésions, est-ce que c'est dégénératif? Est-ce que c'est traumatique? Si c'est traumatique, quel type de lésion comme ça a déjà été montré? Ça vaut le coup quand même d'avoir un regard là-dessus pour la partie conseil. En tout cas, il y a un consensus, c'est que le traitement de ce type de lésion, ça passe par l'exercice. Donc l'exercice, Maxime en a déjà parlé un petit peu, ça passe par du renforcement, ça passe par du travail de la stabilité, ça passe par s'intéresser à comment est transférée la charge. Mes patients, la plupart du temps, ils veulent reprendre leurs activités, que ce soit professionnelles ou sportives. On n'a pas que des sportifs d'élite. Là, j'ai quand même pris des images avec 2 activités physiques qui sont assez bien pratiquées dans la région. Et puis, je vais utiliser une autre image pour faire une petite comparaison, c'est celle-ci. Autre activité intense, peut-être pas tout à fait le terrain local, mais quand même. Je vais utiliser ça pour montrer que dans ces 3 activités, ce qui m'intéresse, c'est de voir que la tête et le tronc de mes athlètes, ils ne bougent quasiment pas. Qu'est-ce qui aide la voiture à être stabilisée? C'est ses amortisseurs. Qu'est-ce qui les aide? Quels amortisseurs ils ont? Leurs membres inférieurs. Donc, l'objet de la présentation, ça va être de développer des super amortisseurs. Je ne suis pas mécano, mais je sais qu'un amortisseur, il y a plusieurs pièces. Le docteur Biller a parlé que ménisque, ça se remplace, ouais, bof. Ce qu'on va faire, nous, avec le corps, il y a plein de pièces aussi. Et on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut développer pour transférer la charge, mieux la répartir, donc donner les outils au corps, de faire en sorte que la pièce qui est usée en aille moins taper dedans. Le patient, il continue avec ses questions, il en a plein des questions pendant toute la rééducation. Qu'est-ce que je dois faire si je ne me fais pas opérer? On va réfléchir, déjà ça a été déjà présenté un petit peu, on réfléchit au rôle des ménisques, on réfléchit à quel ménisque est touché et donc quelle est sa biomécanique propre.
Ça a été présenté aussi, donc la cascade catastrophique qui amène à l'ostéoarthrose. On va essayer de mettre notre amortisseur là. On va essayer de faire en sorte que le stress biomécanique, il évolue, il soit mieux réparti, mieux absorbé. Et on va aussi utiliser la douleur. Maxime en a parlé. Oui, il va y avoir de la douleur quand même, donc on va l'accepter. On va éviter que ça aille trop haut, on va éviter de faire flamber le genou. Mais par contre, on va utiliser cette douleur-là. Je vous en parlerai tout à l'heure au moment de la course à pied. Mon patient continue. Lui, celui-là, il s'est fait opérer du ménisque. Et comme tous les patients, il est impatient. Il veut reprendre vite ses activités. Donc, cette revue de Spangly qui fait le tour de la question sur la rééducation. Qu'est-ce que c'est qu'une rééducation optimale? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut sauver le ménisque. Ça a déjà été présenté et on sait pourquoi. Par contre, un protocole optimal, je vais avoir du mal à vous le présenter. Il n'y a pas de consensus. Et puis, comme d'habitude, on finit avec la petite phrase « il faut plus d'études pour déterminer un protocole de rééducation optimale ». La question que nous, on se pose, les physiothérapeutes, quand les patients arrivent, c'est jusqu'où je peux aller et quand est-ce que je peux y aller. Ça concerne notamment la charge. Est-ce que je peux faire marcher mon patient en charge totale ou est-ce qu'il y a des restrictions? L'amplitude de mouvement, est-ce qu'elle est restreinte également? Il y a certains patients qui ont des attelles. Pourquoi? Et comment je peux progresser dans la rééducation? Là, vous avez bien compris avec tout ce qui a été montré auparavant que ça dépend. Nous, ce qu'on doit faire, c'est on doit s'intéresser à quoi on a affaire, à quel type de lésion, à quel type de ménisque. Je me suis fait un ménisque, quel type de ménisque? Et puis, il faut aussi s'intéresser à qui on a affaire, c'est-à-dire les chirurgiens, parce que certains ont leurs habitudes opératoires et ils ont aussi leurs habitudes de recommandations post-opératoires. Et à quel patient aussi? Parce que le type d'activité et l'intensité de l'activité va avoir un rôle, va avoir un impact dans la rééducation qu'on va proposer. Rééducation classique, 3 phases, précoce, intermédiaire et le retour au sport. La phase précoce, on parle de phase de protection. Là, je parle de rééducation post-opératoire après des sutures méniscales. Protection de la suture. Le docteur Billière a bien expliqué que ce n'est pas terrible d'essayer de retourner sur une suture. Donc, classiquement, on a ce genre d'outils. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde. En fait, il y a des gens, enfin, ça marche pour tout le monde, mais il y a des gens avec qui on peut aller un peu plus vite, d'autres, il faut aller un peu plus lentement. Donc, il faut, encore une fois, savoir ce qui a été fait, quel type de lésion a été suturé. Cette revue de corps m'intéressait parce qu'elle est récente et parce qu'en plus, elle s'intéressait aux pratiques d'institutions allemandes, autrichiennes et suisses. Donc, ça nous touche bien. Il y a quand même énormément de protocoles qui en sont ressortis. Donc, ils ont essayé de faire un peu le tri pour distinguer pourquoi il y avait autant de protocoles. Ils ont fait 3 familles de types de chirurgie. Donc, l'intérêt, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un consensus sur les protocoles? Qu'est-ce qu'on fait de la charge, des amplitudes, les notions d'attelle? Et puis, la question que le patient pose, c'est combien de temps ça prend après? Une méniscectomie, on a enlevé le problème. Donc, il y a un consensus qu'on peut accélérer la rééducation, que la charge, elle peut être proposée relativement rapidement en fonction, encore une fois, de la réaction du genou. Les exercices, c'est des exercices de physiothérapie et l'entraînement sportif, il parle de cette semaine. Pour une greffe, là, on est à l'autre extrémité. Grande variabilité de protocole. La charge, ça prend beaucoup plus de temps, ça peut aller jusqu'à 10 semaines. Et surtout, c'est eux qui ont... Alors là, il y avait vraiment un consensus que oui, on met une attelle aux patients qui ont eu une greffe de ménisque. Et puis, le retour à l'exercice et au sport, il est fortement retardé. Ce qu'on a le plus souvent, c'est les sutures. Donc, qu'est-ce qu'on fait des sutures? C'est compliqué parce qu'en fait, il y a une grande variabilité. Dans cette étude-là, ils n'ont pas su dire qu'est-ce qu'il fallait préconiser. Harput s'est intéressé à la question avec justement qu'est-ce qu'il y a comme protocole qui existe. Il y a une grande variabilité de protocoles. C'est difficile d'avoir des recommandations fortes,
pour la rééducation. Ce n'est pas simple. Encore une fois, il faut savoir ce qui a été fait. Et justement, il propose quelque chose, c'est de distinguer deux types de lésions qui ont été suturées. Donc les lésions verticales et longitudinales et les lésions radiaires les plus complexes, les plus instables, les racines. Avec du coup un protocole guidé par le temps. Ça, je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard. Mais ça permet d'avoir un certain cadre, une idée de pourquoi mon patient qui vient de se faire opérer et arrive avec un bon de physio, suture méniscale, pourquoi j'en ai qui ont charge selon douleur et d'autres restrictions, voire pas du tout de charge. Ben, ça dépend de ce qu'ils ont eu. Ce qu'on va voir, là, je défile, c'est que ben voilà, les charges les plus instables, les plus compliquées, on va avoir une décharge au début et puis ça va venir, on va pouvoir remettre de la charge. Alors eux, ils parlent de 3-4 semaines jusqu'à la charge totale au bout de 6 semaines. Alors que si c'était une lésion verticale longitudinale, la charge n'a pas le même impact sur le point de suture. Donc du coup, on peut se permettre d'avoir une charge plus précoce et du coup, ça décale tout le principe de la rééducation. Un petit point sur les rampes lésions dont on a déjà parlé, il faut les stabiliser, donc un point de suture, parce que sinon, ce qui est publié, c'est que vraiment, c'est à la fois l'avenir du ménisque, mais aussi l'avenir de la plastique qui est en jeu. Quand il y a ce type de suture, ce qui est important pour nous, physio, c'est d'avoir en tête que le semi-membraneux a des ramifications sur la capsule postérieure du ménisque médial. Donc, on va éviter d'aller proposer des contractions du semi-membraneux, en tout cas dans les 2 premières semaines. Et pareil, on se méfie des rotations au niveau du genou quand on fait de la mobilisation. Concrètement, le patient, plein de questions. Concrètement, dans combien de temps je reprends? Parce que moi, je pars aux États-Unis pour faire du basket à l'université. Eh bien, il reprendra quand la mécanique sera prête. Donc là, je vais ouvrir ma boîte à outils. Ça, c'est moi. Il y a quelques années, je me disais, waouh, le chirurgien, il a mis 6 semaines sans charge. Donc pendant 6 semaines, je ne peux pas faire grand-chose. On a de la chance, il y a Sherman qui a publié un tas de fiches techniques. Parce que, en fait, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est encore une fois, il faut de la force, de la stabilité dans le genou. Donc ça, tout ça, ça se développe. Réfléchir à répartir mieux la charge. Donc on va aller renforcer des muscles auxquels on ne pense pas toujours. Maxime a parlé du triceps, je vous en parle un petit peu plus tard. Mais voilà, les fiches techniques de Sherman, c'est en fonction des étapes, et puis c'est quelque chose qui nous plaît ici parce que quand on a parlé du ligament croisé lors d'un autre symposium, on a parlé que ce n'était pas juste le temps qui guidait la rééducation, mais il fallait atteindre aussi des critères en fonction des étapes. Lui, c'est ce qu'il propose. Une première étape, et puis voilà, deuxième étape avec des critères de progression pour aller à l'étape suivante. Les critères, ils sont cliniques, les critères, ils sont aussi de force musculaire, de stabilité, des critères fonctionnels qui sont adaptés, ajustés à chaque étape. Dans la boîte à outils, pour mieux répartir la force, donc on a parlé du renforcement des quadriceps, des ischio-jambiers, du triceps, pour mieux stabiliser le patient, parce que si sur un appui unipodal, il a le corps qui va dans tous les sens, il y a de mauvaises charges qui sont transmises au ménisque. Donc, plus le patient est stable, mieux ça ira. Et ben, du coup, on va déjà lui mettre dès la phase précoce, de phase de protection, on peut déjà parler de gainage, il est là. On peut parler de renforcement des muscles fessiers, le recrutement du quadriceps, on en parle après. Travail de la marche, tout simplement, entretenir les schémas. Et le patient, il a bien lu sur Internet que s'il ne s'appuie pas sur sa jambe, s'il n'utilise pas ses muscles, ça va fondre. Il a raison. Voilà. Belle amyotrophie du quadriceps. Maxime en a parlé aussi tout à l'heure. Le problème, c'est que la force du quadriceps, elle est directement reliée à la santé à long terme du genou. Ça protège de l'arthrose. Donc, on se tire une balle dans le pied si on laisse ça arriver et surtout qu'on ne fait rien. C'est relié au risque de récidive, c'est relié à un retour à la performance, quelle qu'elle soit, difficile. Et puis, c'est relié aussi à un problème de confiance dans le genou. Donc, il va falloir réussir à ménager la chèvre et le chou, la suture et le quadriceps.
la suture et donc sauver le ménisque, mais quand même pas perdre le quadriceps. Alors, dans la boîte à outils des techniques classiques, il y a l'électrostimulation associée au travail isométrique. Donc là, mon patient, sur une leg extension, je vais lui demander de faire une contraction contre résistance. Il y a tellement de poids qu'il ne peut pas bouger, mais par contre, il y a une forte tension musculaire. Donc, on continue à le solliciter. Quelque chose qui est vraiment sympa aussi et qui marche pas mal, c'est l'éducation croisée. Donc, je vais demander à mon patient d'envoyer du lourd avec l'autre jambe. Et ça, il y aura un gain à différents niveaux sur le membre inférieur controlatéral. Alors après, ici, on a des chouettes outils. Je vais vous parler un petit peu de BFR, le Blood Flow Restriction. Il s'agit de mettre une contention en haut de la cuisse. Là. On va créer un garrot. Donc, il y aura une restriction totale du flux veineux, mais partielle du flux artériel. Quand on veut déclencher des adaptations musculaires, donc, on propose un stress mécanique, on envoie du lourd, on fait de la presse, on fait de la leg extension, voire on fait de l'isocinétique. Et ça va déclencher des adaptations musculaires pour peu qu'on ait une bonne dose de charge. Et bien avec le BFR, on utilise très très peu de charge. Là, en fait, il travaillait avec 2,5 kg, donc c'est-à-dire rien du tout. C'était juste pour l'accompagner. Et puis, cette restriction, on va créer un stress métabolique. Il va y avoir un engorgement des produits de déchets de la contraction dans le muscle. On va obtenir des gains comparables en termes d'hypertrophie. Cette publication de mars 2023, donc toute récente, une petite étude dans les pratiques aux États-Unis montre qu'il y a de plus en plus d'orthopédistes et de médecins rééducateurs qui préconisent l'introduction du BFR relativement rapidement. Autre, du travail en décharge. Alors, quand on a la chance d'avoir une piscine, encore une fois, on pense à la biomécanique. Qu'est-ce qui est touché? Comment? On peut proposer de la course avec les membres en extension ou en flexion, selon le stade. Nous, ici, je vous ferai visiter tout à l'heure, on a l'haltérgé aussi, on pourra en parler. On passe à la phase intermédiaire. Donc là, c'est la phase où il n'y a plus les restrictions de charge. On peut commencer à aller un petit peu plus loin dans les sollicitations, et notamment dans les sollicitations neuromusculaires. Le patient, il veut travailler chez lui, il est motivé celui-là. Donc, il me demande comment je fais pour me renforcer. Est-ce que si je fais 4 x 10 squats sur une jambe chez moi, ça suffit? 4 x 10, oui, ça va. Si tu n'arrives pas à en faire 11. L'idée, c'est de préparer le terrain pour la force maximale. Et préparer le terrain, c'est faire de l'hypertrophie. Ça passe par des séries de 8 à 10 répétitions pour peu qu'on n'arrive pas à en faire plus. Donc, je vous ai mis entre parenthèses, 6 à 12, c'est acceptable. Et en rouge, il faut atteindre l'échec musculaire. Les patients qui s'arrêtent à 10, je ne supporte pas, sauf s'ils me disent qu'ils n'ont pas réussi à en faire 11. Voilà, ça, c'est l'échec musculaire. Oui, il y a des patients qu'il faut mettre en situation d'échec, mais c'est pour leur bien. Donc, l'hypertrophie, ça permet de préparer le terrain pour aller chercher de la force max. Là, on est encore pire, 3 à 6 répétitions. Ça veut dire que s'il arrive à en faire 10 et qu'il me regarde tout content, je lui dis très bien, prochaine série, on met plus de charge. Donc là, vous comprenez, ça c'est une présentation que Romain Tourillon, notre collègue, il a faite aux Journées francophones de kinésithérapie à Rennes tout récemment, où il montrait que ce genre d'exercice juste à poids de corps qui vise le solaire, il a un rôle énorme dans l'absorption de la charge, notamment à la course à pied, on va en parler après. Donc, on doit le développer pour protéger le ménisque. Mais un exercice comme ça, juste à charge poids de corps, ça ne suffira pas. Par contre, si je détourne ma leg extension et que je demande à mon patient de pousser contre, là, sur ce jour-là, il y avait 60 kg, c'est autre chose. On aura d'autres gains. Pareil, si on pense à la force, développement de la force, c'est encore plus vague, parce que la force, là, on est sur la force maximale, mais après, on devra penser à notre patient, quel est son objectif. Et par exemple, si on est sur notre basketteur, là, on va s'intéresser à ce qu'il soit fort, oui, des mollets. Il faudra qu'il soit fort très vite. Il faudra qu'il soit capable de sauter, tout ça. Donc, la pliométrie devra être introduite. Il faudra partir d'exercices analytiques et aller tout au long du continuum des exercices qu'on peut proposer vers du geste sportif. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la pliométrie très vite.
Là, le retour aux activités, nous, les physios, on est un petit peu comme ça souvent. C'est comment ça va jouer? Bah, si on a un bon amortisseur, qu'on a bien travaillé avant, ça va bien jouer. Le retour au sport, Alexandre Rambaud, notre collègue, il avait montré que la porte d'entrée, c'est le retour à la course à pied. Alors, Maxime a parlé du bénéfice de la course à pied pour les patients coureurs par rapport à l'arthrose. Qu'est-ce qu'on fait des non-coureurs? Ben, nous, ici, on utilise la course à pied comme outil de rééducation. Donc, quelqu'un qui court, qui a l'habitude de courir, quelqu'un qui ne court pas, on va lui proposer de la course à pied. Enfin, l'idée, ce n'est pas forcément d'imposer la course à pied à quelqu'un qui n'aime pas du tout ça, mais quand même de réussir, en tant qu'éducateur, à leur expliquer que la course à pied, c'est un super outil. Est-ce que j'ai le droit de courir? Va me demander mon patient. Ça fait 3 mois, ça fait 2 mois. Voilà. Bah, ça dépend de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle d'aller courir, ça fait 3 mois aujourd'hui? Allez, je vais aller faire le marathon de Genève là ce week-end. Donc, est-ce que ça ressemble à ça? Ou est-ce que la course, c'est finalement juste je marche, ah, ça y est, il court. Ça, c'est de la course à pied. Hein. Ça, c'est de la course à pied. Et puis ça, dans l'haltérgé, c'est aussi de la course à pied. Donc finalement, la reprise de la course à pied, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on parle de course à pied, on va faire un petit point littérature. On vous a expliqué qu'il y avait beaucoup de ménisques qui étaient associés à des ruptures de LCA. Donc, on est allé regarder ce qui se disait pour différencier un patient opéré d'un LCA d'un patient opéré d'un LCA plus ménisque. Qu'est-ce qui se dit? Ben, c'est que les critères de retour à la course à pied utilisés sur la reconstruction isolée priment sur ceux de la réparation méniscale. Ça, c'est quand on associe un LCA. Et puis, on a encore une fois Alexandre Rambaud, là, dont j'ai parlé juste avant, qui a eu la courtoisie de sortir son étude il y a 2 mois pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. Une scoping review pour savoir qu'est-ce qu'on fait des ménisques isolés opérés. Quand est-ce qu'ils reprennent la course à pied? Alors voilà ce qui ressort de cette étude-là. On parle course à pied, on parle sport en général. Ce qu'ils ont retrouvé, eux, c'est un délai moyen de 12,9 semaines, ça veut dire à peu près 3 mois, sauf que c'est entre 8 et 20 semaines. Donc à nouveau, se méfier de quoi on parle, se méfier du type de lésion qui a été suturée. Il y a des lésions qui sont suturées et plus simples, qui acceptent mieux la charge que d'autres qui sont plus complexes. Donc les premières dont je viens de parler, peut-être ça sera 8 mois, et puis les deuxièmes, ça sera peut-être 20 mois. Donc ce qui est plus intéressant dans cette étude, c'est juste de ne pas se baser uniquement sur des critères temporels, mais d'y associer des critères cliniques, donc la mobilité, l'épanchement, la douleur, des critères de force et des critères fonctionnels. À nouveau, on a dit qu'il faut développer la force, qu'il faut développer la stabilité. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller vite faire reprendre la course à pied à quelqu'un qui n'a pas tous ces critères? Moi, je ne pense pas, parce qu'on a déjà suffisamment de travail avec ça avant d'aller chercher à aller plus loin. Encore une fois, ce n'est pas la question d'aller vite, mais c'est d'aller bien. LSI, ça veut dire Limb Symmetry Index, c'est l'indice de symétrie. Ça veut dire que pour le quadriceps, si je suis à 70%, le côté qui a été opéré a montré des capacités de production de force 70% de ce qu'il est capable de développer de l'autre côté. Donc on recherche quand même une certaine symétrie. On tolère un déficit, mais pas trop important. Ça se mesure avec de l'isocinétique, ouais. Ça se mesure surtout aussi avec de l'isométrique. Ça se mesure de plein de façons différentes. Ça peut se mesurer avec une leg press. Ça peut se mesurer de plein de façons différentes. SEBT, direction antérieure, inférieure à 8 cm. Il faut que ce soit inférieur à 8 cm. Ouais. Moi, déjà ça, ce chiffre-là me paraît important. Et pareil, on a réfléchi avec les collègues. La mobilité complète, si on reprenait l'image de mon collègue Simon qui fait la marche et qui reprend la trottine, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une mobilité complète pour reprendre la course à pied? Je pense que ça se discute. Il fait de la mobilité complète pour faire de la course à pied. Dr Goclaude, il ne pourrait pas courir. Il y a 15 jours, on a organisé un super événement avec Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur. Il nous a présenté un super outil pour réfléchir à ce qu'on propose à nos patients en termes de dosage.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la partie renforcement, il faut proposer quelque chose de bien dosé, donc d'assez important si on veut déclencher des adaptations. Par contre, il ne faut pas dépasser le 100% de capacité maximale. Donc, il faut quand même soumettre notre patient à des stress sans dépasser. Les stress, ils sont de différentes catégories. Il y a le sport, mais il faut aussi que nous, comme les patients, on envisage qu'est-ce que c'est comme stress pour mon genou. Ok, il y a le sport, la physiothérapie, les exercices qu'on leur donne à faire à la maison. Et puis, il faut intégrer aussi le travail à la vie quotidienne. Moi, j'ai un patient hier qui me dit « Ce week-end, je n'ai pas fait tes exercices parce que je n'avais pas le temps. Et puis, en plus, après ce week-end, j'avais mal au genou, donc je n'ai pas fait. » Ok, tu as fait quoi? Ce week-end, je me suis fait livrer 5 stères de bois qu'il a fallu que je rentre. Ok, donc, stresseur, sport, on y est quand même. Et c'est surtout que le stresseur vie quotidienne, il a explosé. Donc, ça peut expliquer pourquoi probablement qu'il a dépassé sa capacité maximale d'adaptation. Un autre papier qui, là, est dans le domaine du LCA, mais que je trouve très, très intéressant à utiliser. Retour à la course à pied, un petit programme qui ressemble à ce que nous, on propose ici. Très, très progressif. Hein. La première semaine, la 5e séance, c'est 5 minutes de marche, 7 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, et ensuite, on finit avec 5 minutes de marche. Voilà. Ça, c'est la 5e séance hein, sur la première semaine. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On a ce petit algorithme-là. On demande au patient, est-ce que tu as eu mal pendant ta séance? C'était inférieur à 2. Voilà, ça, c'est bien. Est-ce que tu avais mal 1 heure après la course? Non. Bon, c'est bon, continue. Oui, j'avais mal. OK. Est-ce que tu as gonflé ton genou? Et pour ça, on leur a donné, on a donné juste un bout de mètre ruban qui a été découpé à la taille classique de la périphérie du genou. Ah bah ouais, j'arrive pas à le fermer, donc ça a gonflé. OK. Si ça a gonflé, step back. Donc tu vas reprendre la séance précédente, celle que tu avais bien vécue, et puis on va rester un petit peu là-dessus. On reprendra cet algorithme-là pour la suite. Si le genou n'a pas gonflé, on va rester à la même séance. Voilà. C'est simple. Hein. Et là, encore une fois, on est sur de la reprise de la course à pied et on n'est pas en train de dire au patient « va courir 10 minutes et on voit comment ça se passe ». On est beaucoup plus précautionneux que ça. Des exercices de rééducation destinés à tous nos patients. Alors ça, c'est ce qu'on utilise pour de la course à pied. En phase précoce, je ne peux rien faire. Mais si, je peux faire plein de choses en fait. On peut déjà commencer à réfléchir au travail de la cheville, du mollet, pour transférer la charge, pour améliorer mon super amortisseur. Gainage du pied. Je suis à la tour, je suis obligé. C'est François Fourchet. Renforcement du mollet dans sa globalité. Donc, je vous ai montré, je vous ai parlé un peu de solaire. Il y a aussi les jumeaux. Gastrocnémien. Travail de coordination. Ce n'est pas si simple. Et puis, on a l'introduction des premières gammes de course à pied. Là, on exclut le genou. Le genou est tendu. Mais par contre, on est déjà sur... Hop, tac. Ce qui se passe là, c'est qu'ils sont toujours en suspension sur leur mollet. Et puis, en plus, avec ce petit travail de cheville pour préparer la reprise de la course à pied. D'autres exercices. Phase intermédiaire, on va mettre un peu plus de charge. On a dit tout à l'heure, on prend les mêmes exercices et on rajoute des résistances élastiques. Et puis, les gammes vont évoluer. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à discuter de course à pied. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est ça, la reprise de la course à pied. Et puis ici, on a la chance de pouvoir faire des analyses de course, histoire de, à nouveau, réfléchir à mon patient, quelle est sa biomécanique propre, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux lui donner comme outil individualisé, comme petits exercices au cours de la course à pied, peut-être monter un peu plus les genoux, peut-être augmenter sa cadence. L'augmentation de la cadence, par exemple, va avoir destination à diminuer la charge à chaque impact lors de la course à pied. Il y a des patients qui n'ont jamais fait de course à pied, on les met, il y en a qui aiment, et il y en a pour qui on va encore une fois juste utiliser ça comme outil de rééducation.
Le retour aux activités, eh ben, on va intensifier un petit peu tout ça. Tout ça, c'est des exercices typés course à pied, mais utilisables pour tous nos patients. Là, je vous ai parlé beaucoup de post-opératoire, mais ça peut très bien être utilisé pour des genoux dégénératifs. En fait, il faut leur donner les outils, la capacité à absorber la charge, voire à la transférer ailleurs, à décharger la partie de l'amortisseur qui est usée. Donc là, je vous ai montré un peu de travail en saturation. Il y avait un peu de pliométrie avec des accélérations aussi. Accélération, changement de direction, en challenge à 2, c'est quand même encore mieux. Et puis aussi, on va introduire progressivement la notion de pivot, la notion de changement d'appui. Et là, pour l'instant, je ne le bouscule pas, mais c'est la vidéo suivante. Si je retourne dans la publication de Sherman, j'ai d'autres fiches techniques qui me permettent d'avancer avec d'autres propositions d'exercices thérapeutiques, les exercices pour le quadriceps, des exercices cardiovasculaires, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est à intégrer. C'est-à-dire que mon patient, en général, s'il est en forme, ça va bien. Le pire patient, je pense qu'on est dans la région, c'est celui qui ne fait rien de l'année et puis qui décide d'aller se faire un week-end au ski. En fait, il n'a absolument pas les capacités à faire son activité, à une activité qui est à fort pivot, à forte intensité dans les genoux notamment, à demande cardio. Mais il y va quand même, hein. Et puis ils vont tous y aller. S'ils n'ont pas le cardio, en fait, arrivé à midi, il est déjà fatigué, il est cramé. Et quand on est cramé au niveau des muscles, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'amortisseur. Si on n'a pas d'amortisseur, on va taper dans la carrosserie. Voilà, merci, ménisque, au revoir. Un dernier élément, donc je vous ai parlé qu'il y avait des critères à aborder, à remplir tout au long de la rééducation pour permettre de bien avancer. Il y en a un critère qu'on utilise déjà, je vous l'avais présenté sur le LCA, c'est celui-là, c'est l'évaluation subjective. Alors, il y a différentes façons, même dans les… Donc ça, c'est vraiment pour les blessures méniscales. Il propose le ACLRSI, le questionnaire de confiance. Après, on peut utiliser juste l'échelle visuelle analogique pour la douleur. Et puis le SAIN, il s'agit de demander à un patient, à 100%, tu es nickel. Aujourd'hui, tu as combien? Ça permet de suivre un petit peu l'évolution, de se poser la question pourquoi la semaine dernière, il était à 80% et puis cette semaine, il est à 70%. Peut-être qu'il a rentré ses 5 stères de bois. Le moment du RTS, du retour au sport, c'est vraiment réfléchir aussi à qui on a affaire. Mon patient, je ne vais pas avoir les mêmes, je vais pas lui mettre les mêmes objectifs en termes de force musculaire, en termes de critères fonctionnels. Si son objectif, c'est d'aller faire de la raquette tranquillou à plat sur des pistes damées, ou si son objectif, c'est d'aller remporter un championnat du monde de MMA. Il faut mettre vraiment ça en balance. Et puis les patients, ils reviennent quand même avec leurs questions, hein. On a beau leur dire, on va évoluer gentiment, on va remplir des critères et on va avancer comme ça, ils ont toujours la même question. J'ai besoin de savoir, moi, dans combien de temps je reprends, j'en ai pour combien de temps de la physio? Le secrétariat aussi a besoin de savoir. Ça dépend. Ça, je pense que là, à la fin des 3 présentations, j'espère que vous avez bien intégré tout ça. Ça dépend. Ménisectomie partielle, on peut avancer relativement vite, donc la reprise va être relativement rapide. Ça, c'est ce qui est publié dans la littérature. Suture de lésion verticale, longitudinale, suture de lésion stable, c'est un peu pareil. On peut accélérer un petit peu le protocole par rapport aux lésions plus complexes. Donc, la rééducation, ça va être entre 3 et 6 mois, mais dans une fourchette un peu plus basse. Suture de lésion plus complexe, instable, ça va être par là. Pareil, entre 6 mois, mais plus proche des 6 mois. Attention, ça va être là si c'est des sports à faible contrainte qui sont visés. Parce que dans le cas contraire, la rééducation, ça peut prendre 12 mois. Et ça, il faut que tout le monde l'admette. C'est-à-dire les patients, comme nous, les physios, c'est-à-dire qu'on veut être les meilleurs du monde, on veut emmener les patients le plus vite possible, le plus loin possible, le plus haut possible.
super, c'est bien. Mais par contre, il faut sauver les ménisques. Donc, message à ramener à la maison. Si on veut bien traiter notre patient, il faut bien savoir que ça veut dire que je me suis fait un ménisque. Donc, nous, notre rôle, c'est de bien connaître notre biomécanique, savoir quel type de ménisque, quel ménisque a été touché, si c'est un ménisque interne ou un ménisque médial ou un ménisque latéral qui va avoir plus de mobilité. On ne va pas avoir les mêmes contraintes lors des différents exercices qu'on fait. Il faut tout renforcer. Plus il sera fort, plus il sera comme ma petite voiture jaune, là. Et ça ira bien, il ira loin, et il ira loin avec sa voiture. Et ben, quand on a tout ça, ben, voilà, il suffit juste d'avoir de l'imagination pour aller loin, vite, si on peut, en tenant compte de tout ça. L'évaluation du stress, c'est très, très intéressant. Et donc, je vous ai donné 2 outils, le stress de l'activité, mais aussi, est-ce que tu as eu mal? 1 heure après, ça gonfle. Et puis donc, je rappelle que la course, c'est un bon outil de rééducation. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'avec un ménisque, il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Merci à tous. Nico, est-ce qu'il y a des questions? Ils ont tout compris. Non, c'est bon? Alors, si personne n'a des questions, je remercie les orateurs. Je remercie aussi le service de com pour l'organisation. Et puis, je vous invite donc à aller prendre le petit apéro. Et ceux qui veulent faire la visite du centre, vous vous dirigez vers Nico et il vous montrera ce qu'il a envie de vous montrer. Voilà, merci encore à tous et bonne soirée.